Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Cyril. Coucou. Xavier. Bonjour. Talal. Salut Véro. Laurent. Hello. Et Aurélien est encore avec nous aujourd'hui. Bonjour Aurélien. Bonjour. Il parle dans le micro, on t'entend pas. Bonsoir. Donc, c'est mon petit assistant, moi, ma petite victime. Voilà. Dans le PIFcast, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, on va vous rappeler comment ça se passe. On commence par l'œil du pif, le tour de table de ce qui nous a marqué dans le genre. Puis on passe au dossier. Aujourd'hui, nous parlons des films d'action fantastique et nous terminerons en musique avec Cyril et sa sélection de bandes annonces, de bandes originales, décidément, je me trompe tout le temps. Et on commence donc par l'œil du pif et on commence avec Xavier. J'ai vu que tu t'y attendais pas, donc voilà. Bravo. Voilà, j'étais en train de faire mes réglages. Merci. Alors, pour une fois, je réussis à concilier deux belles choses dans la vie. Parler d'un vieux film que personne n'a vu et actualité vidéo. Je crois que ça allait être l'adaptation en jeu de plateau d'un jeu vidéo. Juste pour ce serait bien, mais un jour je le ferai. Ça existe, il y a le Kickstarter de Bloodborne qui vient C'est vrai. Bref, donc moi je vais vous parler d'un film qui sort chez ESC le 21 mai. Donc à notre date de diffusion, je crois que c'est donc hier, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc il s'agit de La Belle et la Bête, mais la version tchèque. Donc c'est un... Il fallait voir la tête des gens. Il faut savoir que Cyril a visiblement été appointé par, je sais pas, le comité des films fantastiques est-européens pour réhabiliter toute la production. Ah, je l'ai passé à Lyon celui-là, moi. Non, mais je doute pas sur le fait, mais à chaque fois il nous sort un truc de derrière les balcons. Ça va devenir caricatural. La preuve que non, ça sort en vidéo là, donc c'est logique. Et attention, chaperonné quand même par Christophe Gans. Oui, il adore le film. Il adore le film. Son inspiration principale pour son Belle et la Bête à lui. Mais tout à fait. La prochaine émission, tu parles d'Avengers, hein, quand même. Non. Je l'ai vu et je peux te dire que je n'en parlerai pas. Voilà. Donc, La Belle et la Bête, je vais pas vous refaire l'histoire, tout le monde la connaît, hein. C'est donc un film, là c'est la version tchèque qui date de 1978, réalisé par Juraj Herz, que beaucoup d'entre vous connaissent pour son film cultissime, son chef-d'œuvre, L'incinérateur de cadavres. C'est un génie ce monsieur. Voilà, qui est absolument génial, quoi. Donc, tout le monde connaît La Belle et la Bête de Cocteau. Ce sera notre point de départ pour que vous vous rendiez compte des différences. Cocteau, c'est vraiment une œuvre de poète. Voilà, ça transpire la poésie, même dans ces moments effrayants, alors que la version de Herz est beaucoup plus axée sur l'horreur et sur l'aspect malade de la vie. En l'occurrence, en fait, tout le visuel va vraiment beaucoup vous changer comparé à ce que nous on a l'habitude de voir. Je parle même du Disney en l'occurrence. On est toujours dans quelque chose de très merveilleux. Et là, on arrive vraiment à un film qui est beaucoup plus axé sur tout ce qui est la noirceur, la pourriture. Même la bête, en fait, a carrément une image complètement différente de ce qu'on connaît d'habitude, qui se rapprocherait plus d'une sorte de croisement de Phantom of the Paradise et Bloody Bird. D'ailleurs, accessoirement, je suis quasiment sûr que sur Bloody Bird, ça a été une des inspirations, parce qu'il y a vraiment des scènes, j'ai retrouvé l'ambiance de la tête et le bec et tout. Ouais, carrément, ouais. C'est un film qui est resté quand même assez longtemps invisible, donc c'est vraiment une très très bonne chose que essaie l'édite enfin, surtout dans une belle copie, parce que moi ce que j'avais vu à l'époque, c'était pas non plus l'extase au niveau de l'image. T'as déjà vu la copie ? Ouais, c'est déjà sorti... en 2012, je crois. D'accord. Voilà. Mais il parle de la nouvelle. Ah non, la nouvelle, non, ça par contre, je l'ai pas vu, mais okay. J'imagine qu'elle a été restaurée, nettoyée, enfin la totale, quoi. Et donc du coup, en fait, cette version tchèque est vraiment sortie dans ce qu'on pourrait appeler l'âge d'or du cinéma de Tchécoslovaquie. La nouvelle vague, comme ils disent. Ouais, voilà, et c'est vraiment une période qui était vraiment passionnante, quoi. Et ce film arrive vraiment à garder tout ce qu'on peut aimer, nous, dans le cinéma un petit peu bizarroïde. Il y a à la fois des expérimentations visuelles qui fonctionnent vraiment, qui sont vraiment touchantes. Il y a de la poésie, mais de la vraie poésie qui fonctionne. Et il y a des moments de barge qui sont vraiment flippants. Là, pour moi, c'est vraiment une des versions où la bête, c'est vraiment
une bête. Il n'hésite pas à aller chasser de la bergère pour la bouffer, quoi. On est vraiment dans quelque chose de plus dur, plus cruel. Enfin, pour moi, on revient vraiment à l'essence même des contes. Un peu comme la liste de Jean Meyer, en fait. Les ouais, gens de l'Europe tout à de l'Est fait, sont plus terre à terre sur les adaptations de contes. C'est ça. C'est plus des films d'horreur, généralement, qui ne sont pas des films d'horreur, mais que des... Voilà. De toute façon, globalement, les contes qu'on a l'habitude de raconter à nos enfants, c'est généralement des versions qui sont déjà expurgées, qui sont déjà... plus légère que les versions d'origine. Les contes de Grimm originaux, c'est ultra méchant. Exactement. Et ben voilà, quoi. Du coup, La Belle et la Bête, cette version-là, on se rapproche un petit peu plus de ces ambiances-là. Donc voilà, c'est un film qui, à mon avis, sera peut-être assez difficile à vendre pour OSC, mais après, je leur fais confiance, je suis sûr qu'ils vont bien trouver un angle d'attaque. C'est vrai que La Belle et la Bête, en France, c'est tellement... c'est la place, elle est prise par Cocteau à un point tel que c'est très difficile de voir d'autres versions, quoi. Même il y a que Disney qui a réussi pour un public autre, mais plus familial. Mais en dehors de ces deux-là, arriver à te montrer une autre version, c'est très très compliqué. Alors que pourtant, il y a eu 12 000 adaptations, quoi. Mais bon. J'adore le sketch de Danny Boone qui se passe dans le La Belle et la Bête de Cocteau. Je sais pas si quelqu'un a vu. Alors je suis désolé, je parle de Danny Boone, c'est l'horreur alors qu'on est dans le Pifcast, mais c'est la seule fois où ce mec m'a fait marrer de toute son existence et de la mienne, où il a fait un sketch sur un personnage qui se retrouve paumé dans La Belle et la Bête de Cocteau, et c'est très drôle. Voilà, c'est tout. Vu ça. Voilà, donc juste pour ça, quoi. Un sketch ou ça. Un sketch qui a fait dans un spectacle. Ah d'accord, c'est pas un truc filmé. Non, c'est un truc dans un spectacle. Enfin voilà, donc c'est la version. Voilà, donc La Belle et la Bête, la version peut-être plus sombre, plus horrifique. Voilà, moi je vous la conseille. Il y aura d'ailleurs du Gans, je crois qu'il a été interviewé par la. Oui, tout à fait. Parce qu'il avait même fait un long papier, il me semble, dans Starfix sur le film. Je me précipiterai dessus parce que j'adore Hertz, donc je l'ai pas vu. Écoute, moi aussi je me précipiterai dessus. Talal. Oui. Je me précipite vers ma fiche. Désolé, Alors, moi je vais vous parler d'un film français. Suspense. Un film français. J'ai dit film, qui n'a pas eu droit à beaucoup de, on va dire, de médiatisation ces derniers mois, alors que le film a été terminé en 2018. Alors ça s'appelle The Sonata, un film d'Andrew Desmond que j'ai vu il y a pas longtemps au BIF. C'était à peu près c'était en mars. Le film a été diffusé au festival Fantasporto. Je crois que c'était tu me corriges Cyril, mais je pense que c'était en février, et il a été diffusé au BIF en mars. Donc je pense qu'il commence depuis quelques mois déjà sa tournée, on va dire internationale. Donc c'est un film de genre français dont vous avez peut-être pas entendu parler. Pourquoi ? Parce que déjà Andrew Desmond, c'est son premier long métrage. Il avait réalisé un court métrage qui s'appelait Entity, je crois qu'il y a eu droit à un Made in France. Un film de SF, Entity, un truc à la merde, à la. C'est pas un truc à la Gravity, quoi, c'est ça, non je l'ai pas vu, j'ai pas vu le film, mais je crois qu'il a été monté en face de Mad Movies, en fait, je crois, Laurent. Ouais. Et la boîte de prod, elle est en face, en fait. Et on en a parlé, on fait dans Mad. De Entity. Oui, il me semble que c'est là qu'il y a eu un Mad in France. Ouais, juste la tête dans un cockpit, ça, je crois, dans un casque. Donc Entity, c'était co-réalisé par Andrew Desmond, et donc le film dont je parle actuellement s'appelle The Sonata. C'est produit par une jeune boîte de production qui s'appelle The Project, qui a entre autres coproduit le film basque, je crois qu'on en a déjà parlé au Bifcast, qui s'appelle Eremantari. Vous savez, le truc qui était produit par Alex de la Iglesias, ou en tout cas qui avait le label. Qui est sur Netflix depuis quelques mois déjà. Exactement. Donc c'est une petite boîte qui monte et qui cherche des projets apparemment intéressants, en tout cas risqués. Alors de quoi ça parle de Sonata ? Alors je vais prendre le pitch officiel parce que j'ai pas réussi à le synthétiser à ma façon, donc c'était beaucoup plus clair là-dessus. Alors après la mort de son père, célèbre compositeur, la jeune violoniste virtuose Rose hérite de la vieille maison dans laquelle il vivait. Donc son père. Elle découvre son dernier travail, une mystérieuse partition marquée de symboles étranges. Avec l'aide de son agent Charles, donc incarné par le grand Simon Apkarian, elle déchiffre les symboles et commence peu à peu à percer les secrets du passé de son père, mettant en branle les mécanismes d'un plan imaginé le jour de sa naissance. Voilà. Limite, j'ai l'impression que ce truc en dit trop. Tu racontes bien. Donc, casting quand même intéressant pour un premier film français tourné en anglais. C'est intéressant aussi à souligner. Alors, on est à Freya Tingley, qui est pas très connue, mais que vous avez peut-être vu dans la série Hermog Grove, qui était une série Netflix aussi, il me semble. Donc, Simon Apkarian, dont je parlais tout à l'heure, un acteur qu'on ne présente plus, un des plus grands acteurs français aujourd'hui, en tout cas à mon goût. Kaboul Kitchen. Kaboul Kitchen, oui, aussi.
James Faulkner qui joue dans Atomic Blonde et qui est un des méchants dans Game of Thrones, et Rutger Hauer bien sûr, que vous connaissez tous. Voilà. Donc c'est un film gothique, formellement très classique, mais qui a vraiment une maîtrise assez impressionnante. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu. On pense beaucoup à du Lovecraft, mais on tombe jamais dans quelque chose on va dire de fan film, un truc, le mec qui veut faire du Lovecraft. Non, il y a quelque chose de très très fin. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup pensé à la 9e porte. Alors je ne saurais pas vous dire si la 9e porte est dans soit Lovecraftien, je sais pas, je te vois hocher la tête, Xavier, mais en tout cas c'est plutôt Tintin. On retrouve, ouais, bah, moi j'aime bien le film. Moi j'aime bien aussi. J'aime beaucoup la 9e porte de Polanski. Et donc voilà, on a un film qui est très beau, avec une facture qui, malgré que ce soit un film français, reste quand même très anglaise. Il me semble que Andrew est franco-anglais. Et moi qui suis très client de cinéma gothique, en fait, je trouve que le film en fait est une sorte de tour de force en France, dans le sens où déjà vendre un projet dans ce genre-là, c'est déjà assez inédit. Je trouve que le film est très ambitieux, on va dire, d'un point de vue de sa narration, et parce qu'il va dans des contrées, on va dire, dont on se prive parfois, on va dire, en France. Alors effectivement, on a eu Livide en fait, il y en a eu très peu. Il y a Saint-Ange, Livide, et c'est à peu près tout. Est-ce que Saint-Ange, c'est un film gothique ? Je pense pas que ça soit un film gothique. Je trouve qu'il y a des... en parler. Ouais, non. Je trouve qu'il y a des... mais pas complètement. Non. En tout cas. Par contre, Livide pour le coup, est un film gothique. Ouais. Donc voilà, c'est un budget très serré, et malgré tout, on a une très belle production value. Le film ne pâtit pas vraiment de son manque de budget. Il y a peut-être une scène en soi qui m'a peut-être dérangé. Je me suis dit, mais bon, après, tu vois, ton réalisateur aussi, je me mets à la place du gars et tu te dis, oh putain, t'as envie de montrer ce genre de choses. Donc voilà, on a un film vraiment avec, malgré le budget, tu sens que le gars a réfléchi sa mise en scène et faire en sorte que ça fonctionne. Voilà. J'ai encore reparlé de Simon Abkarian qui est vraiment incroyable dans le film, qui porte le film même s'il a un second rôle, et dès qu'il est là en fait il mange, il bouffe l'écran quoi. Ce mec est impressionnant. Voilà. Je ne saurais vous conseiller d'essayer de le voir. J'ai hâte de le voir. Ça va sortir ou pas ça d'ailleurs, ouais. Je pense que ça va continuer à faire la tournée des festivals. Mais... Il y a un distributeur je ne sais pas s'il y a un distributeur pour l'instant. J'espère. Parce que, je crois pas. Après, bon, voilà, la réalité aujourd'hui des films de genre, des films de genre français d'autant plus, est très compliqué. Après, c'est pas du tout labellisé comme un film de genre français. Moi honnêtement, je l'ai appris j'ai appris que c'était français bien après avoir entendu parler des films pour la première fois, la première bande-annonce, etc. Pour moi, c'était une prod anglaise pure jus, quoi. Donc c'est pas dans son ADN, ce qui fait que ça... Parce que ça parle pas, parce que le réalisateur n'avait pas fait de film en langue française peut-être avant, et que le film c'est pas en langue française, est en anglais, ouais. Mais pourtant, ouais, la base a été créée ici, et j'ai un peu discuté avec Andrew, et qui est un garçon très sympathique et vraiment passionné par son métier. Je lui souhaite bonne chance, parce que je trouve que j'ai trouvé vraiment en tout cas, ça se démarque beaucoup de la production actuelle. Voilà, je ne vais pas en dire plus, je ne vais pas me mettre à comparer les choses. Et Aurélien a vérifié, il n'y a pas de distributeur. Donc, pour l'instant. Voilà. Merci Aurélien. Et c'est intéressant, c'est Harry, donc le fabricant de matériel. Pas un ami qui veut du bien du coup. Une caméra qui vous A2RI, qui s'occupe des ventes, il me semble, du film dans le monde, et qui s'occupe aussi, en tout cas, des festivals, ça j'en suis sûr. C'est drôle ça. C'est une bande démo pour eux, hein, en fait, Harry depuis peu se lance en gros dans des sortes de deals en fait où en échange de caméras, en fait, il récupère les droits du film. En échange de matériel, il récupère une partie des droits du film. Bah oui, mais bon, après, c'est un coût, c'est un vrai coût, là, les caméras et le matériel. Les droits du film, c'est quand même beaucoup, quoi. Une partie des droits, après, je sais pas. D'accord. Cyril ? Alors, je vous parlais non pas d'un film, mais de 2 films. Attention, ils sont liés ensemble, c'est pour ça que j'en parle de 2 dans le même temps. Et je crois que c'est un des films préférés de Véronique de cette année. Non, je rigole, je sais que tu as été le voir, donc je sais pas si tu as aimé ou pas, du coup. C'est le diptyque Happy Birthday et Happy Birthday to You. Alors je sais pas si t'as aimé Véronique, spoiler. Ouais, bon. Pourquoi Véronique ? Parce que je sais qu'elle était allée le voir à l'époque et elle m'a dit tiens ce week-end je peux pas, je vais voir Happy Birthday to You. Donc je savais qu'elle l'avait vu quoi. T'as pas fêté l'anniversaire de quelqu'un ou... Non, c'était vraiment le film qu'elle allait voir. Et je suis pas l'ami donc. Moi j'étais passé à côté parce qu'en fait il y a eu un premier film en 2017 et donc la suite en 2019. C'est produit par Blumhouse et c'est Christophe Lemaire, donc journaliste à Mad Movies, qui m'a dit regarde ça, c'est vachement bien, c'est très très drôle et c'est bien foutu d'un point de vue de comment c'est raconté. Donc l'histoire c'est en fait alors je vais vous lire le synopsis halluciné parce que moi je suis nul pour les résumer. Prisonnière du boucle temporel, Tri, étudiante, revit sans cesse le jour de son meurtre, une journée apparemment banale qui s'achève systématiquement par sa mort atroce.
finira par découvrir l'identité de son tueur. Donc en gros, c'est un chose sans fin en mode slasher, quoi. Donc elle se fait tuer à chaque fin de journée et elle revit la même journée indépendamment, quoi. C'est pas le meilleur film que j'ai vu sur les paradoxes temporels, mais c'est un film. Donc pour le premier, je parlerai du second juste après. Les boucles temporelles. Voilà, des boucles temporelles. C'est un film, je trouve, assez malin, assez rigolo dans ce qu'il raconte, dans la façon dont il l'amène. C'est pas vraiment le plus maîtrisé, mais on passe un très bon moment. Entre autres parce que l'actrice principale Jessica Rothe est vraiment parfaite, elle est vraiment très très drôle, elle a ce truc là, ce dynamisme qui fait que vraiment on se prend au jeu. Je me suis renseigné un peu sur elle, j'ai demandé ce qu'elle a fait avant, elle a beaucoup de séries télé et on l'avait vu dans La La Land, c'était une des potes de Emma Stone et tout, quoi, voilà, donc c'était pour ça. Et je me suis un peu renseigné aussi sur le réalisateur, donc Christopher Landon, je sais pas si j'ai dit son nom tout à l'heure, mais en fait il a surtout fait des scénarios pour Blumhouse, donc il a fait Paranormal Activity 2, 3, 4 et The Mark One, dont il a réalisé d'ailleurs le film. Il est surtout connu aussi pour avoir fait Manuel de survie à l'Apocalypse Zombie, qui était sorti en vidéo en France uniquement. Mais au tout début de sa carrière, il a fait Another Day in Paradise de Larry Clark. Il a scénarisé le film. Et surtout, c'est le fils de Charles Ingalls. L'acteur qui joue Charles Ingalls. D'accord, ça je savais du tout. C'était le truc le plus intéressant pourtant. Et du coup, voilà. Donc le premier film, c'est vraiment cette histoire de boucle temporelle et tout, quoi. Et le second, je ne dirais pas ce qui se passe, mais ils ont réussi à être plus malins que ce que je pensais. C'est-à-dire, au lieu de faire juste à nouveau des boucles temporelles, ils se sont un peu creusé la tête et voilà. Et donc les deux films sont vraiment, ne regardez pas la suite si vous n'avez pas vu le premier, c'est du gâchis en fait. Surtout qu'en plus la suite raconte des choses du premier, donc vous allez vous perdre du plaisir de voir le premier. Là, du coup, j'ai pas grand chose à dire, qu'à part j'étais très content d'avoir vu ces deux films-là, donc 2017 et 2019. Je sais pas ce que vous en pensez autour de la table, je pense que comme c'est récent, vous l'avez peut-être tous vu. Ouais. J'ai vu les deux. J'ai pas vu le 2, j'ai juste vu le premier. Très sympa. Très Mmh. sympa, pas prise de tête et tout. Non, j'ai très envie de voir le 2 du coup. C'est ce que fait Bloom, c'est ce que fait de mieux Bloom, je trouve, en fait, dans le genre production, à part les gros trucs. Mais moi, ce que j'aime, c'est l'humour dans le film. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté non plus décalé, parodique, mais c'est du vrai humour, je trouve. C'est vraiment drôle. Et après, le deuxième, je trouve un peu fatigant. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné dans le deuxième où tu as envie que ça s'arrête. Là où le premier, ça passe bien. Le premier, c'est vraiment, il se tient. Donc, après, c'est pas le meilleur film que j'ai vu sur les paradoxes temporels. Il y a beaucoup. Putain, désolé. Mais il y a beaucoup trop de trucs qui un peu foirés, mais globalement, ça va. On n'est pas là pour compter les points et dire ça c'est bien fait et tout. Laurent, t'allais dire. Moi, je trouve que le problème du premier, c'est que c'est un mauvais néo-slasher. Voilà, en revanche, c'est qu'en termes de. Ouais, mais ça slasher, se moque un peu. Enfin, c'est. Ça m'énerve quand ça se moque déjà. Tu vois. Mais ça se moque pas en se moquant, c'est-à-dire ça prend juste les codes. La dernière ligne du film, la dernière ligne de dialogue du film. Ah, mais t'as jamais vu Un jour sans fin ? Ah, bah non, c'est quoi ? Bon, mais bref, non, mais une phrase à la fin du film. Non, mais c'est que globalement, je trouve que c'est un mauvais néo-slasher dans le sens où ça garde que les tics qui m'ont un peu cassé les couilles dans la période des néo-slashers, c'est-à-dire 0 goutte de sang, juste une nana qui court, un mec qui lui court après, elle se retourne, elle lui met une tarte. C'est pas ça le terme du film. Bah oui, mais enfin, moi j'y vais aussi pour voir un slasher en plus d'un film sur les paradoxes temporels. Je trouve que autant le film, enfin, les boucles temporelles, t'as vu, moi aussi je me plante. Autant je trouve que le côté boucle temporelle est plutôt fun et rigolo, autant le côté slasher, je le trouve vraiment raté. Et pour le coup, comme le deuxième n'est quasiment plus un slasher. Alors j'en dis pas plus pour pas spoiler. Pour le coup, j'ai un peu mieux aimé le deuxième parce qu'au moins ce défaut du premier qui était de me vendre une promesse qui n'était pas tenue pour moi disparaît dans le deuxième. Alors c'est pas faux parce que le côté slasher effectivement du premier il est nul, mais je le voyais plus comme un prétexte pour aller au-delà. Mais effectivement si tu prends en tant que slasher, c'est le degré zéro du slasher. C'est plus ça qui m'a dérangé. Ça c'est indéniable quoi. Et par contre l'actrice elle est mortelle. Ouais, mais vraiment elle mériterait. Autant son personnage sur les papiers et dans les premières scènes me casse les bonbons velus. Et sur la fin aussi d'ailleurs, mais au final elle est tellement douée, elle a tellement de bagou et de timing qu'elle emporte le truc à fond. Vraiment elle mériterait d'être de percer parce qu'elle a vraiment quelque chose. Elle va percer, hein. Les deux films ont vachement bien marché au box-office US. Mais en France, j'ai l'impression que c'est un peu passé à l'as. Franchement, il n'y aurait pas eu Véronique et Christophe, je pense que j'aurais même pas entendu parler des deux films alors que je suis censé quand même m'intéresser à ce qui se fait. Tu lis pas mal ? Si, mais j'ai dû le lire et ça a dû passer. Le premier, en plus, on avait eu une interview du réal, je sais plus pour le 2, mais en tout cas pour le premier, on avait. Du coup, je vais relire du coup ce qui s'est dit. Voilà, donc c'est ça. Merci Véro, je te dédie cette deuil du pif. Et tu me donnes la parole du coup. Je te donne la parole. Du coup, moi, je vais un peu revenir sur le sujet qu'on avait abordé il y a quelques semaines, parce que moi aussi je fais des boucles temporelles. Non, j'ai vu un film de vampire. Alors en fait, j'aurais bien voulu parler d'un film que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai vu plein de mauvais films récemment, donc je suis désolée, je vais parler d'un film que je trouvais... Tu fais des sélections pour pif J'ai vu un film que j'ai trouvé moins mauvais que les autres, on va dire. C'est Zoltan, le chien sanglant de Dracula. Sur Ciné+. Donc c'est un film de 77 de Albert Band.
qui est donc T'as vérifié ? le père de Charles Band et de Richard Band, donc qui est chacun réalisateur et compositeur. Sacré fan. Donc alors le pitch. Vous avez, spoiler, il y a un chien. Dans le titre. Donc en fait, il y a des tombeaux qui sont accidentellement ouverts en Roumanie. S'en échappe Zoltan, le chien de Dracula, qui éveille Smith, le serviteur de Dracula. Et ensemble, ils se mettent en route pour les USA, parce qu'évidemment, ils étaient en Roumanie. Pour Donc aller chercher quoi, le slip de Dracula ? pour aller chercher le dernier descendant du comte du vampire pour le transformer à nouveau. Voilà. Bon, j'ai pas trop compris pourquoi ils n'avaient pas réveillé directement Dracula, puisque en fait, il a pu réveiller le chien et le serviteur. Bon, bref, passons sur les détails techniques. Voilà. En fait, le film est quand même assez surprenant, donc j'ai quand même envie de le défendre parce que je trouve que d'une part, donc il y a ce début qui est hyper gothique, vraiment dans un caveau où on va enlever un pieu, le chien va sortir. Le chien est quand même assez flippant par moments, donc voilà. Le serviteur Smith, il est interprété par Reggie Nalder, qui est cet acteur au physique si particulier, Ouais, c'est clair. qui est connu pour avoir joué dans L'homme qui en savait trop. Et les vampires de Salem. Voilà. Par contre, on le voit assez peu et souvent tout seul parce que je pense qu'il y avait un planning de tournage compliqué. Et du coup, il est souvent en plan fixe, face cam. Il fait des têtes cheloues, mais ça suffit à faire très peur. Et donc, l'intérêt du film se résume en 2 points. Vous allez voir ça, c'est rapide. Le premier intérêt du film, c'est de voir quand même des gens qui font du camping-car, parce que je trouve que c'est assez rare dans le cinéma. C'est vrai, pourquoi toujours des tentes alors qu'il y a un bon vieux camping-car? Non, mais Lamberto Bava a fait un excellent film sur le camping-car. franchement, on peut faire un thème sur le camping-car si vous voulez. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que du coup, le descendant de Dracula, c'est quand même un gars, un bon père de famille, qui va faire du camping-car en famille avec ses chiens et les bébés chiens, parce qu'en gros, il a un couple de chiens et des chiots, et sa femme lui fait les yeux doux pour aller, on les emmène aussi avec nous en camping-car, et ils emmènent tous les chiens avec eux. C'est un peu un moment un peu de tension dans le film où ils décident de si oui ou non ils emmènent les chiens avec eux en vacances, et donc ils amènent les chiens et ils sont retrouvés par le chien Zoltan. Et c'est ça qui est marrant parce qu'en fait l'histoire se passe beaucoup entre chiens. Donc en gros c'est Zoltan le chien qui essaie de transformer d'autres chiens pour se joindre à lui et transformer le maître en vampire. Mais bon, je vais pas vous spoiler la fin, mais voilà. Mais l'autre intérêt, et je terminerai là-dessus, c'est quand même quelque chose de très mignon, c'est qu'il y a aussi des chiots, donc et c'est vraiment très très mignon de voir un chiot s'extirper de sa tombe. Je pensais pas que je dirais ça un jour, mais voilà. Et comme la même semaine, j'ai vu un autre film qui est Pikachu Détective. Détective Pikachu. Ouais, pardon, excuse-moi, je le dis à l'américaine. Et du coup, c'était ma semaine des trucs mignons. En fait, j'ai vu un chiot vampire et Détective Pikachu. Voilà. Donc c'est un film chien. Voilà. T'as quelque chose à dire sur Zoltan, Xavier, j'ai l'impression. Tu as très bien décrit le film. Voilà, si vous On aimez voit les pas animaux. que des bons films, désolé. Alors, Il mérite d'être vu une fois dans sa vie, vous en souviendrez. Ça, il n'y a pas en fait, de problème. je veux le voir depuis ma plus tendre enfance. Ouais. Et j'ai vu en effet qu'il était sur Ciné+. Il est sur Canal+. Sur Canal+, donc j'ai mis dans moi là, il est aussi en ce moment sur Ciné+, je l'ai mis dans ma playlist. Et du coup, je vais peut-être pas le regarder. Bah si, franchement. Mais si. Franchement, pour le petit chiot qui sort. Oui. Est-ce que c'est possible en post-prod, à chaque fois que Véronique a dit chien, rajouter sanglant après? Parce qu'elle a oublié de dire à chaque fois le chien sanglant de Dracula, le chien sanglant. Tu vois, tu en parlais. Non, on va garder Il saigne chien. pas trop, il saigne pas trop. Bah, pourtant, Non, c'est le nom c'est du ça. film. Moi, j'ai toujours voulu voir le film à cause de ça. Je voulais voir le chien sanglant, quoi. Ah, tu vas tomber des nues. Non, mais je t'en parlais, tu fais le chien de Zoltan. Le chien sanglant, fallait dire chien sanglant. Ok. Je suis déçu, Véronique. On termine avec Laurent. Ok. C'est parti. Donald Camel, ça vous dit quelque chose? Quoi? Ouais, Donald Camel. Alors, c'est un Tiens. personnage de Est-ce que Disney, c'est plus c'est pas un canard qui fume des clopes? Ouais. Non, Donald Camel, mais si vous connaissez, il a co-réalisé, alors après la paternité est un peu floue, le premier film de Nicolas Roeg, Performance, avec Mick Jagger. Après, il a fait Génération Proteus. Oui. Voilà. Oui. Et il a fait le film dont nous allons parler ce soir, qui est trouvable chez Arrow Video, White of the Eye. Et là, je vois le petit sourire sadique de Xavier, connaisseur. White of the Eye, qu'est-ce que c'est? Un ami et néanmoins collègue, Gilles Esposito, m'a défini ça, je crois, comme du
Hollywood Night réalisé par Antonioni, un truc comme ça, je crois. Ça donne envie. Voilà, ce que je trouve assez méchant. C'est un film très étonnant, c'est un film de tueur en série. Alors le scénario est simple, ça se passe dans une petite ville, une petite bourgade de l'Arizona. Des femmes belles et riches se font tuer. Les soupçons se portent sur un kidam qui vit dans la ville, dont le travail est de réparer les sonos. Les équipements sonos des gens, quoi. Et sa femme qui vit avec lui, avec leur enfant, se demande, elle, de plus en plus si ce serait pas lui le tueur en série, même si il est à la fois un peu étrange et en même temps totalement charmant. Et donc le film va tenir cette interrogation sur la longueur. Je ne vous révèle pas la fin. Qui a son importance parce que la fin ça part bien en couille, mais le film est étonnant d'un bout à l'autre. Donald Cammell, donc, qui est un mec qui vient de la fin des Swinging 60s, un peu quoi, de toute cette période-là, et là d'un coup le mec se retrouve donc à réaliser un truc qui ressemble un peu à Hollywood Night, avec des filtres un peu bleu-orangé, le désert de l'Arizona et tout, qui est mais en même temps filmé d'une façon assez étonnante, c'est-à-dire qu'on a rarement vu la vie quotidienne des gens dans ces petits coins de... C'est pas une petite ville toute resserrée sur elle-même, c'est une espèce de villa un peu luxueuse disséminée au milieu du désert, donc à chaque fois avec des décors assez étranges. Et ce personnage qui va de villa en villa chez les riches en fait pour arranger leurs sonos, et qui en même temps a lui-même une espèce de don étrange, c'est-à-dire qu'il est capable de ressentir le son. Enfin, il y a un côté vraiment... on ne sait pas d'où ça vient, comment on écrit un tel personnage, comment on écrit une telle singularité de personnage, c'est très étonnant. Et rien que dès la première scène, on voit que ça va être stylistiquement assez étonnant. La première scène de meurtre dure 2 minutes et elle a 55 plans. Ce qui est juste quand même assez hallucinant pour une première scène. Et c'est extrêmement stylisé, pas très gore, tout en donnant l'impression de l'être, avec des fruits écrasés, de la viande écrasée parce que la dame ramène ses courses, avec beaucoup de ralentis, beaucoup de très très gros plans qui rappellent un peu Argento, etc. C'est très beau. Et puis le reste du film passe comme ça, de personnification de personnages très étonnantes, avec des flashbacks aussi. Le personnage de la femme du héros entre guillemets est vraiment passionnant. C'est une nana qui est arrivée d'une espèce de road trip où elle partait de New York pour aller à Los Angeles, qui est à moitié camée, un peu warholienne dans le délire, et qui s'est arrêtée au milieu de ce trou paumé et qui est tombée amoureux de ce mécano / pompiste / réparateur de radio, et qui est resté avec lui. Enfin bref, tout est étonnant dans le film, et on va de surprise en surprise. Stylistiquement ça ressemble à rien et en même temps à tout. Ça a une patte sans qu'on soit capable de dire laquelle c'est. Enfin voilà, moi ça m'a pris complètement par surprise. Je l'avais pris chez Arrow Video au moment d'une solde, en me disant que c'était l'occasion de découvrir un truc que je connaissais pas. Je l'ai laissé dormir 1 an dans le placard, je l'ai sorti et bim, j'ai pris une grosse claque. Et en même temps, je pense que si quelqu'un vient me voir en me disant c'est vraiment pas terrible, je serais pas loin de lui dire t'as pas tort, mais quand même c'est vachement bien. Et la musique, elle est comment, vu que ça parle de son et tout Alors il y a beaucoup de classiques pour le coup, parce que le personnage écoute des opéras et des morceaux de classiques à fond dans sa voiture, etc. Donc la musique est très chouette et ça joue très bien. Voilà, c'est vraiment un film, pour le coup, faut le voir et pour le ressentir à sa façon, parce que c'est très très étonnant. Voilà, donc si quelqu'un a vu, donc Xavier, j'imagine. Bah écoute, c'est marrant que tu parles de Soldaro, parce qu'en fait ça fait partie des quelques titres où à chaque fois je me dis ah tiens je vais les acheter, et à chaque fois je ne le fais pas. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais j'aime le film, hein, je le trouve super cool le film, mais j'arrive pas à passer ce dernier cap de j'ai envie de l'avoir chez moi, j'ai envie de dépenser de l'argent pour l'avoir toute ma vie, quoi. Voilà, c'est ça. Mais en même temps il passerait à la télé, je reste devant, je vais le regarder complet, il n'y a pas de problème. Mais voilà, tu vois, il manque la dernière étape pour voilà. T'assumes pas en fait. Ah si, j'assume totalement, le truc est super cool, mais alors tu vas peut-être pouvoir me renseigner, je me rappelle plus dans quoi l'acteur principal David Keith a joué. C'est plutôt un acteur de série télé. Mais pour moi c'est série télé. Ouais. Voilà, c'est un pur acteur de série télé américaine. Il est hallucinant. Ouais. Hallucinant. C'est quoi le titre français de ce film ? Il n'y en a pas eu, je crois. C'est inédit. Je crois qu'il n'est pas sorti en France. Alors, White of the Eye, donc pendant qu'il cherche, le blanc des yeux. Et il y a des scènes, il y a des idées en fait quand on pénètre dans l'antre du tueur, quand on commence à connaître les secrets de la maison du tueur. Il cache des sacs qui contiennent des bouts de membres derrière des meubles, sous des éviers, des trucs comme ça. Enfin, c'est
complètement fucked up. Mais c'est en tout très cas, chaud. j'aime beaucoup la définition, le Hollywood Night version Antonioni. Il est dans plein de séries trouve télé. ça- on va pas je te trouve le ça- Ouais, dire, voilà, mais- ouais, mais c'est essentiellement un acteur de série télé qui a vaguement une tête de bellâtre, mais là dans le film il est barge. Et apparemment Kamel était le réalisateur, donc était ultra obsédé par le texte, parce qu'il a écrit le scénario avec sa femme, qui joue d'ailleurs dans le film. C'est tiré d'un bouquin. Il était complètement obsédé par le respect du texte et il fallait respecter non seulement le texte à la virgule, mais aussi au rythme. Et ça a été apparemment assez chaud pendant le tournage. C'est bizarre parce que moi, quand tu parles des films, j'ai l'impression que je vois Body Double en fait. Je vois ce genre de. Non, mais il y a, de film-là, en fait, il y a complètement un côté à j'ai la pas vu, fois, mais c'est à la l'image que je fois m'en fais. très stylisé et en même temps très vulgose. C'est ça. C'est très Bah, un étrange. Body Double quoi. Ouais, non, mais complètement. C'est Ouais, pour ça que ouais, tu as. J'ai t'as pas vu le film, mais complètement j'imagine ça. Je vois même la tessiture Ouais, ouais. de l'image, j'imagine sans avoir vu le film, raison. C'est un aucune peu image. ça, ouais. Ouais, ouais. Je vois ça en fait. C'est un peu un body double à ciel ouvert, quoi. C'est-à-dire que vraiment, pour le coup, le décor du désert est vachement mis en valeur et tout. Ouais. Merci, on passe au dossier. Aujourd'hui sort en salle le 3e opus d'une des franchises préférées de Cyril, John Wick. Donc pour lui faire plaisir, nous n'allons pas en parler, mais nous prenons ce prétexte pour partager avec vous certains de nos films d'action fantastiques préférés. Mais si Cyril, on va un petit peu en parler puisque tu l'as vu, John Wick 3. Je suis pas le seul à aimer d'ailleurs, enfin pas le 3 mais la saga, Ouais. donc faites pas comme si j'étais pas content. Assume. Après c'était pas évident de faire un podcast sur ce sujet-là. Laurent était en train de dire mais c'est quoi ce bordel et tout. Après, c'est un super héros, le mec. On peut dire que Oui, non, mais il est increvable. En quoi. tirant un tout petit peu les cheveux, on le fait rentrer. Pour moi, et j'en parlerai, je déteste les spoilers donc je spoilerai pas le film, mais je voudrais juste mes impressions sur le 3. Mais pour moi, c'est une saga qui se rapproche de plus en plus de Matrix. Comme si C'est c'était. ce que j'ai cru comprendre. Ouais, c'est comme si Tu c'était. veux dire qu'il vole et tout. Non, mais c'est comme si c'était. Tu sais, dans la Matrix, donc quand tu regardes le film Matrix, les gens sont pas conscients dans une Matrix. Bah, ça serait un peu le. Enfin, bon, bref. Ouais, mais enfin, Passons. là, t'en dis trop, là. Je pense. Non, vous verrez John Wick 3, il Ok. n'y a Tu l'as vu aussi, rien, y a Laurent rien de rien. Non, il l'a pas vu. Ah, mais tu veux dire, on peut avoir l'impression que finalement, c'est Neo qui est en train de rêver une autre Ouais, vie. et on peut s'imaginer que très facilement, avec 3 fois rien, s'il faut un John Wick 4, il pourrait très bien le raccrocher les wagons. Parce que tu sais, en scénario, tu fais ce que tu veux, au bout d'un moment, quoi. Mais il y a tellement de trucs, je me dis, même d'un point de vue de. Les acteurs, Mais plein de trucs qui font que. D'ailleurs, il y a une espèce de rumeur comme quoi les Wachowski bosseraient sur une Ouais, mais nouvelle apparemment, trilogie c'est- avec le réal de John Wick. C'est ce que j'avais dit sur Facebook, et quelqu'un Ouais. m'a repris, fait non, apparemment c'est le rédacteur de Slash Film qui a mal compris, Ah, d'accord. et donc ok. le truc est parti en vrille, alors qu'en fait il n'y a pas du tout de reboot. C'est le mec de D'accord. John Wick qui aimerait bien faire un reboot de Matrix. Ok, d'accord. Voilà. Donc John Wick 3 se commence, c'est là où se termine le 2, et ceux qui n'ont pas vu le 2, bah, du coup je peux pas vous dire ce qui se passe à la fin du 2, D'accord. mais ceux qui ont vu le 2, je pense que c'est le cas de tout le monde ici, vous l'avez tous vu. Alors, je l'ai commencé, Oui. je l'ai commencé hier, je suis à la moitié. Ah, J'ai bon, dû dormir. dans ce Moi, cas, j'ai Bon. vu aucun. C'est John très Wick. simple, quand tu finis Voilà. le 2, t'as qu'une envie, c'est voir ce putain de 3. Voilà, et le 3 démarre à l'instant T, et le début du 3, les premières 30-40 minutes, c'est l'apogée de la saga. C'est tout ce que ça se rapproche de ce que je disais, ça se rapproche de plus en plus de ce qu'on fait en Indonésie, Timo et Gary Seven, c'est-à-dire en gros des films ultra violents qui font très mal, et filmé, c'est plaisant à regarder, c'est filmé en plein cadre avec la caméra qui bouge très légèrement et tu vois vraiment ce qui se passe dans l'action. C'est pas surdécoupé pour masquer le manque de patates, et Keanu Reeves est impressionnant, même Halle Berry qui a un rôle aussi dans le film est impressionnant. Enfin tous. Mais moi, je Très comprends pas. D'ailleurs, j'ai impressionnant. entendu plein de gens dire ouais, dans John Wick, c'est bon, hein, ça se voit qu'il est vieux. Comme c'est Keanu Reeves et tout, mais je dis mais vous avez vu les vidéos d'entraînement pour le premier Keanu Reeves, pour le premier John Wick, il est juste hallucinant. En plan Ouais. séquence, il te sort Là, 15 flingues différents, il la Il recharge. y a une fois ou deux où tu sens, mais vraiment c'est une fois ou deux sur 2h10 où tu sens que bon, il allait se prendre un coup à tel endroit, donc il met la main un peu en avance pour se protéger. C'est très léger, et encore on pourrait très bien imaginer que c'est parce qu'il anticipe le coup de quelqu'un qui le tape et tout. Donc voilà, le film est ultra violent, ultra stylisé, c'est à la fois du point-pied, mais aussi de l'arme blanche, c'est aussi des gunfights, c'est un plaisir de tous les instants. C'est vraiment une saga, je trouve très importante, parce qu'en fait c'est ni un reboot, ni un remake, ni une adaptation. Voilà, c'est vraiment, ils ont créé ça de toutes pièces. Et pourquoi je le mets dans le pifcast, c'est parce que au bout d'un moment, enfin ceux qui ont vu la saga, et le 2 je trouve va dans ce sens-là, ça devient de plus en plus comme une sorte de mythologie, Ouais. une sorte de monde qui est le nôtre mais qui n'est pas vraiment le Mais nôtre. c'est comme Kill Bill en fait. Ça pourrait être comme Kill Bill. Kill Bill c'est encore pire parce que des fois elle fait Oui. des bons machins et tout, qui fait que là c'est clairement on est dans le surnaturel. John Wick et le 3, c'est vrai que je parle de Matrix, c'est pas du tout, il y a rien de surnaturel, hein, c'est toujours très cohérent, mais ils ont créé une mythologie, un univers qui est propre à eux, et dans le 3e on apprend encore des nouveaux trucs qu'on ne savait pas, et peu à peu je pense qu'ils vont nous construire quelque chose d'important. Après je sais pas qu'ils foirent ça comme dans les sauts, je sais pas quoi. Et est-ce qu'il est encore question de chien ou pas? Oui, mais finalement le chien c'est en filigrane en fait. Mais voilà, chaque film Ça est m'intéresse dans différent. cette émission, les chiens. Voilà, donc John Wick 3 on va pas faire non plus long feu parce que les gens le verront, mais voilà. Alors, c'est le meilleur des trois c'est- ou Comment expliquer, le début est C'est exceptionnel, mais ton après il y a ton préféré il y a des un trois. ventre mou au milieu.
Il y a toujours des ventres mous dans les John Wick, mais celui-là, il est un peu chiant. Je me suis un peu fait chier sur ce ventre mou. Attends, il a des abdos et tout, il a fait du sport. Ah, j'essaie de voir où tu voulais en venir. D'accord, oui. Donc, il y a un passage un peu chelou du film, là, j'ai rectifié, quoi. Et il y a. Là, il fait semblant de trouver ça drôle. En fait, Non. Et il y a un ou deux passages un peu lol méta. Alors, c'est pas non plus genre. Je sais pas, genre Schwarzenegger qui fait je t'ai refroidi, machin, tout. Il n'y a pas des passages d'humour comme ça, mais il y a des passages un peu plus genre. Conscient d'être un film avec d'autres films qui existent, et ça m'a un peu saoulé. Il n'y avait pas ça avant, c'était vraiment un bloc de glace, le film, il n'y avait pas de perte gras, c'est vraiment, ça a foncé à toute vitesse, et là il y a un autre truc où on se dit tiens, ça me sort moi, spectateur du film, et ça me fait donc ça reste le premier reste le meilleur. Non, chacun bien qui préfère le premier. Moi, je préfère le second parce que le second il va encore plus loin, mais le premier est plus ramassé. C'est un peu comme The Raid 1 et The Raid 2. The Raid 1, il est hyper sec, mais du coup, c'est ce qui fait sa force. The Raid 2 est beaucoup trop long, mais il y a plein de séquences de fou. Bah là, c'est ça. John Wick 2, il y avait voilà, c'est ça. Bon, bref. Passons pour John Wick 3. Et du coup, avant de faire le tour de table des films que vous avez choisis par ordre chronologique comme toujours, une demande qui nous a été faite sur le forum de Mad Movies, et on salue Cobretti, puisque c'est un fidèle auditeur. Celui qui aime ton accent, c'est ça? Salut Cobretti. Et du coup... Pas mieux faire. Ah, mais je veux pas non plus chauffer tout le monde. Salut Cobretti. Du coup, c'est avant d'aborder le sujet, du coup là on a pris le film fantastique parce qu'on parle que de fantastique et de genre dans cette émission d'action, fantastique d'action. Vous êtes consommateur de films d'action, c'est en général de toute façon, c'est un genre que vous aimez de toute façon. Ouais, on aime la violence. C'est pas la question. En fait, c'est au global, avant de parler de chacun votre film, le genre là dont on parle, c'est quand même quel est à chacun votre approche du genre. C'est déjà un genre dont notre vous êtes, attachement à l'action. En fait, c'est ça. Ouais. Vous êtes tous, il y a voilà. Par exemple, sur les vampires, on n'avait pas forcément. Enfin, si t'avais fait ton coming out. Tout à fait. Non, bon, moi, j'ai toujours aimé ça, mais surtout l'action asiatique. Pour le coup, je suis un uber fan donc, de Hong Kong. Et je suis Team Laurent. De la Shaw Brothers, etc. Donc, tout ça. Et c'est marrant, c'est que j'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai que vous allez voir, je spoil un peu, mais le point commun au film dont on va parler, c'est que c'est souvent des films de science-fiction en fait. Et comme si on n'avait pas d'action fantastique en dehors de ça, mais finalement non. Les Shaw Brothers, souvent il y a plein de trucs surnaturels qui arrivent et on n'a pas pensé à. J'avais hésité dans le cas de cette émission à prendre La Dernière Chevalerie de John Woo, qui est un film dont les combats ont beaucoup d'éléments fantastiques. Mais pour le coup, je me disais que c'était seulement dans les combats. Je me disais que ça rentrait un peu au forceps dans la définition de l'émission ce soir, parce que pour le coup, je trouve ça quand même un peu plus franc du collier d'avoir un film dont tout le setup et dont toute l'ambiance est fantastique. Tu vois, mais du coup, à chaque fois, l'argument, ça a été la science-fiction, donc forcément le futur. Donc tout ce que ça apporte, vous allez voir dans les différents choix des films, c'est forcément des trucs qui sont pas possibles à notre époque. Quoi. C'est des films occidentaux en plus, ils ont tous ce point commun. Aussi, ouais, c'est vrai. Ouais. Non, c'est pas le cas. Non, mais je vois. Bon, alors on commence avec le tien, du coup, Cyril. Du coup, moi, ça m'a surpris tout à l'heure quand tu m'as dit que j'allais commencer, parce que je pensais que j'avais pas forcément le plus. Pour une fois, c'est toi. Et non, il n'y a pas que moi. Parce que t'as pris un film assez. Ah non, quoique non, c'est toujours. Après, c'est Xavier, non, je crois. Oui. Donc, moi, j'ai choisi Demolition Man de Marco Brambilla. Alors, un film que je pense que beaucoup de gens ont vu, et vous allez dire pourquoi en reparler ici. Parce que ça tue. Parce que ça tue, mais surtout, en fait, c'est un film qui m'est venu à l'esprit tout de suite. C'est parce qu'à force de trop traîner sur Twitter, où tout le monde vilipende tout le monde par rapport au fait qu'il faut penser comme ça, faire comme ci, comme ça, je me dis, mais en fait, c'est le scénario de Demolition Man, ou dans un monde parfait, le futur, où on a abandonné toute forme de violence. Alors je vais expliquer l'histoire. C'est donc John Spartan, qui est joué donc par Sylvester Stallone, qui est un super flic à notre époque, mais notre époque elle est complètement pourrie, c'est que la violence est partout, la société est au bord du... C'est les Champs-Élysées le samedi, quoi. Voilà, c'est ça. La violence est partout, tout le monde se s'entretue et tout, quoi. Et donc Stallone c'est un peu le super flic à cette époque-là, quoi. Et son ennemi juré c'est Wesley Snipes, donc c'est Simon Phoenix, on en parlera aussi beaucoup après. Et au moment donné, il arrive pour l'arrêter, il a toujours essayé de l'arrêter, il arrive à l'arrêter, sauf qu'au passage, Simon Phoenix fait péter une bombe et tue donc plein de gens dans un bâtiment, mais tout le monde croit que c'est Stallone qui l'a fait, et à l'époque, la méthode d'emprisonnement des super criminels, c'est de les cryogéniser et les mettre en une peine de prison pour hyper longue, quoi. Donc en gros, on les sortira de prison dans très 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 longtemps, quoi. Et en fait, donc ils vont autant arrêter Stallone que Wesley Snipes, les mettre donc dans leur frigo, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a un film, sinon ils les ressortent. Simon Phoenix est ressorti du coup dans le futur, fout un peu la merde, du coup il décide de ressortir Stallone pour pouvoir aller l'arrêter, et en fait on découvre via les yeux de Stallone, donc les yeux de quelqu'un qui ne connaît pas ce monde, ce qui est devenu le futur, quoi. Et donc dans ce futur là on a abandonné toute forme de violence, toute forme de contrainte, on mange sexe, on mange plus gras, on ne dit pas de mal, on ne dit pas de gros mots et tout, et en fait
c'est ça, c'est ce côté stressant. Du coup, Stallone est le mec qui via son regard. On ferait le film maintenant, ça s'appellerait SJW Man. Non, mais c'est ça qui est rigolo. Et du coup, on suit en même temps. Il y a des renégats qui vivent dans les sous-sols. Il se sait Justice Warrior, il dit. Alors, tout le monde a l'air de pas comprendre. Je te confirme. Et du coup, dans les sous-sols, on voit qu'il y a des gens qui disent bah non, nous on veut manger du gras, on veut pouvoir baiser, on veut pouvoir dire de la merde et tout. Voilà, c'est ça qui est rigolo. C'est pour ça que j'ai pensé à ce film-là tout de suite. Donc, je vais juste parler vite fait un petit peu des gens qui composent ce film avant qu'on en discute un petit peu. Donc, Marco Bambia à l'époque, c'était un peu une étoile montante. Tout le monde s'imaginait que ce mec-là allait exploser. Et puis rien du tout. Il a fait un pauvre Excess Baggage en 97 et c'est tout quoi. Non, c'est pas lui qui a fait The Specialist avec Stone et avec Sharon Stone et Sylvester Stallone. C'est lui. C'est le film qu'il a fait après, il me semble, après Demolition Man, non? Je me rappelle que de la scène de la Je me douche. souviens pas si c'était lui, mais pas je Richard me Donner, souviens ça juste que le film Non, était c'est bien pas lui. pourri. hein. C'est Richard C'est Donner, pas non lui. Aurélien, La scène de dis-moi. la douche. Alors il a fait quoi après Bambia? Allez, Aurélien, hop. Non, il a fait Excess Excess Baggage en C'est 97 vrai. et Il a c'est fait tout. après. Et après, plus récemment des séries télé, je crois. Mais Après les épisodes de Dinotopia, voilà. Ah ouais, donc il a vraiment mais c'était un, il a je sais pas si chuté, c'était un mais- clipper ou un mec qui faisait de la pub, mais c'était un mec, enfin en tout cas, qui a été très très, un peu comme le mec qui a fait d'ailleurs, je crois, Judge Dredd, le premier Judge Dredd. Canon. Sauf qu'il Danny est Cannon. il est Ouais, mais devenu David Cannon, producteur. il a fait plein de trucs. Il a Ouais. produit les experts notamment. Ouais, mais ce qu'il a Ouais. réalisé après d'ailleurs, Ouais. c'est les genres de profils où on aurait imaginé qu'eux et finalement ils ont pas réussi. Donc Bah, il a Bambia, pas fait un Souviens-toi l'été dernier? Ouais, Cannon. Ah oui. C'est pas lui le 2. Si. Non, c'était- Le 1 et le 2, je crois. Oui, Ouais, oui, des bah, deux. donc, Danny oui, Cannon. donc pas des grands Non, non, trucs, mais des trucs qui ont marché, tu vois. Ouais, mais c'est pas Cameron, tu vois. Ah non, ça, c'est Bambia, sûr. on l'imaginait vraiment percé et tout, quoi. Donc voilà. Donc Stallone à l'époque, il était pas au mieux de sa forme. En fait, il avait essayé de faire une vague, on va dire, après Rocky 5, un peu plus humoristique. Et il s'était quand même pris des grosses tôles avec L'affaire est dans le sac et surtout Arrête ou ma mère va Que tirer. j'ai été voir en salle. Que j'ai vu en salle aussi. Que j'ai vu aussi en salle. Voilà quoi. Grand Et du souvenir coup, de cinéma. à l'époque, bon, il sentait que c'était pas trop ça, donc il s'est dit je vais revenir sur le devant de la scène. Et il a enchaîné coup sur coup quand même de tuerie, Cliffhanger donc et Demolition Man. Donc on peut dire quand même que bon retour en grâce de Stallone. C'est rigolo le remake d'Oscar, non? Non. Non, c'est pas bien. Non. Quoi. Je l'ai pas revu depuis 30 ans, mais. Oui, c'est Snap, je le garde de côté pour moi, on en reparlera après parce que c'est surtout le gros morceau de bravoure du film. Sandra Bullock, en fait, je pensais vraiment qu'elle était connue avant ce film-là. Et j'ai regardé, en fait, non, pas du tout. Elle a explosé avec Speed juste après. Mais Demolition Man et Speed, c'est vraiment les films qui l'ont rendue, on va dire, célèbre. Et elle avait joué, je ne suis même pas au courant d'ailleurs, elle avait joué dans le remake de L'homme qui voulait savoir, The Vanishing. Elle jouait dedans. Ouais, tout à fait, ouais. Film Avec de c'est Kiefer pas Sutherland. Donald Sutherland ou Ah Kiefer oui, Sutherland c'est lui. Ouais, c'est Kiefer. Kiefer Sutherland. Kiefer, Voilà. ouais. Et elle avait pas encore fait Track sur Internet. Ah Son non, meilleur ça, c'est film. après ça. Internet n'existait pas de toute façon. Ouais, C'était de la science-fiction. Parce que j'ai pas dit, le film est sorti le 2 février 94 en France. Voilà, donc que dire sur ce film? Je me suis dit, tiens, en fait, comment ce film est aussi réussi? Pourquoi? Parce qu'en fait, l'intérêt du film, c'est qu'on va voir Stallone justement dans ce monde un peu bizarre, découvrir les mœurs et tout, mais aussi découvrir les armes du futur, tout ce qui s'est fait dans le futur, les véhicules et tout. Donc il y a un gros travail sur le production design et tout. Il y a un gros travail aussi sur les enfin, voilà, sur les effets spéciaux et tout. Mais ce qui m'a interrogué, c'est pourquoi le film est comme ça, pourquoi le film est aussi bien écrit. Et en allant regarder un petit peu sur la fiche des scénaristes, j'ai découvert qu'en fait un des scénaristes, il n'est pas tout seul, ils sont deux, Daniel Waters, avait fait avant, et excusez du peu et on comprend mieux maintenant pourquoi, il a fait donc Fatal Games, il a fait Fort Fairlane, Hudson Hawk. C'est lui, c'est Fort Fairlane. Voilà. Putain, ce mec, je l'aime. Voilà, Hudson Hawk et Batman le Défi, qui sont quand même des films au niveau scénario qui sont quand même pas mal et tout. Et surtout, Hudson Hawk et Fort Fairlane, c'est vraiment l'esprit à la Demolition Man. C'est ultime, ça. Ouais, Fort Fairlane, on peut en parler. Il faut le regarder. C'est Rémi Harlin en absolument. plus, donc Cliffhanger et tout. Voilà quoi. C'est Joel Silver qui produit, musique de Elliot Goldenthal. On avait déjà parlé pour Alien 3, on avait passé un morceau. Voilà, et avant de vous laisser la parole, surtout sur Wesley Snipes, on en parlera, je pense, beaucoup. C'est donc comment s'appelle, Sting qui fait la musique de fin. Enfin, c'était une musique de fin qui existe déjà. Et j'adore la musique de fin de Demolition Man. Donc le thème, c'est Demolition Man. Et je trouve ce morceau génial. Je m'en souviens encore quand il est passé au ciné. J'avais ça après. Ça, voilà. Et donc, que dire Merci, d'autre? Tiens, Véronique, tu as découvert le film pour le Mais Pifcast. oui, alors en fait, Et tu appréhendais en plus. ce film était sur ma shamelist sans même que je le sache en fait. Parce que pour moi, c'était pas un film que je voulais voir parce que vous ne m'avez pas demandé mon avis, mais je vais le donner. Je n'aime pas les films d'action. En fait, c'est un truc que je trouve soporifique généralement. Donc j'en regarde très peu parce que ça me saoule en fait. Bah, Voilà. tout à l'heure, quand on a dit ce qu'on pense des trucs, t'as pas dit ça? Vous ne m'avez pas demandé. Et du coup, t'es super excité par les films où il se passe rien? Potentiellement, oui. D'accord, ok. C'est pour ça que souvent on a des goûts communs avec C'est pour ça Xavier. qu'elle aime le film. Et en fait, mais quel bonheur, franchement, il est vraiment trop bien ce film-là. Il n'y a pas trop d'action, en plus, t'en as pas parlé, mais en vrai, il n'y en a pas trop. Il y a une scène dans un musée, il y a 2-3 bastons sur la il y a fin. la grosse scène au début, la grosse scène à la fin, mais c'est hyper drôle et franchement, je trouve qu'en fait, c'est tous les détails futuristes sont hyper bien utilisés. Par exemple, la blague de quand tu dis un gros mot, t'as un papier. Bah, ça, c'est utilisé plein de fois de manière comique dans le film. Et alors,
est-ce que je peux raconter une de mes vannes préférées? Vas-y. C'est qu'en fait, quand tu sors de l'hibernation, en fait, on t'inculque des connaissances et il se trouve que Stallone, on lui inculque le fait d'être une couturière. Donc, il sait pas pourquoi il a ces connaissances-là. Il fait je me suis réveillé, j'ai envie de tricoter, nanana et tout. Et du coup, à un moment donné, il sort d'une baston et son t-shirt est déchiré et la fille lui fait mince, machin. Et il fait non, mais c'est rien, ça, je prendrais un filet aiguille. Il fait merde, et genre ça le saoule trop de savoir faire de la couture. Mais je trouvais ça hyper drôle parce que ça vient beaucoup plus tard après ce détail et ça sort comme ça. Et je trouvais ça trop drôle. Quoi. Je l'ai pas vu pour l'émission, mais tout le souvenir que j'en ai, c'est que c'est plus une comédie qu'un film d'action. Oui, complètement. Oui, mais il y a de l'action. Et le film est très violent. Très potache, il y a du gore, genre des yeux arrachés, il y a des membres frictionnés. C'est pas une prod Vagina et compagnie. Non, c'est Silver. Silver. D'accord, ok. Non, par contre, typique des prods de cette époque qui était grand public certes, mais bien bourrine. Bah bien oui, ouais. Mais c'est pour moi en plus c'est un des derniers films de cette belle époque des blockbusters l'été avec ses surhommes et tout. Et du coup, comme tu parles de cliffhanger, même d'un point de vue Stallone, moi je trouve qu'une des grandes forces du film, c'est de faire un petit peu comme dans les Rocky. En fait, les Rocky sont toujours un miroir de la vie de Stallone, sa vie publique, sa place dans Hollywood. Et en fait, c'est exactement lui dans ce film. C'est un dinosaure qu'on a ressorti de la naphtaline et qui essaie de trouver une place dans le monde. Et du coup, en fait, il y a un sous-texte qui est super intéressant et que je trouve très beau en fait dans le film. Certes, il est très drôle, mais il y a quelque chose de très très touchant si vous le regardez sous l'angle Stallone pur. C'est un des meilleurs blockbusters des années 90. Vraiment, et on dit souvent qu'un film est réussi à la hauteur de son méchant. Ouais. Wesley quoi. Et Wesley Snipes dans le film, son look déjà avec la crête blonde, mais il est on fire quoi. Il a des putains de punchlines. On le voit pas assez, je trouve en fait. Mais il est complètement sous-estimé ce gars. Il était complètement sous coke, mais aussi. Mais non, mais quand le film de Mike Figgis dans lequel il joue là, le drame un peu new-yorkais de couple échangiste. Oui, ça c'est super ça. Qui est pas du tout. Il a joué dans un film comme ça et il est mortel dedans. Le mec était capable d'avoir une subtilité folle. En même temps, c'est un putain d'athlète. Enfin, il savait tout faire. Il a commencé. Chez Spike Lee et c'est juste, il a gâché lui-même sa carrière en étant mégalo. Apparemment, les tournages des Blades, c'était l'enfer parce que le mec faisait la teuf dans ses. Puis il produisait en plus quoi. Donc voilà. Mais le mec sur à la base le mec avait un talent. Les tournages des Blades. le mec avait un talent fou dans tous les domaines quoi. C'était vraiment. Je mange trop de légumes en ce moment. J'aimerais bien le revoir. Ça fait partie des mecs dont j'aimerais vraiment les voir faire un putain de comeback, tu vois, un truc avec leur. Ça risque de revenir un peu comme Samuel L. Jackson qui avait eu un comeback à Tarantino machin et tout, mais voilà, en tout cas vraiment. C'est un méchant très marquant dans l'histoire des méchants parce qu'il a une existence. C'est pas un méchant qui a un bon fond machin tout, c'est un salaud vraiment tout long, mais t'as envie de limite d'être plus avec Stallone en fait. Parce que c'est tellement cool quand il vient foutre le bordel dans ce futur assez. Il arrive dans un musée, il fait mais putain on est dans le futur, ils sont où les lasers donc il cherche des armes futuristes avec voilà c'est. Et puis d'ailleurs les policiers savent pas se battre quand ils se font attaquer. Mais attendez, on est de la police, nous on sait pas réagir à ce genre de situation. Et dans le futur par exemple les musiques dans les radios c'est des pubs pour des mini chansons. Et les gens sont fanats de ce qui se passait avant donc ils vont manger dans des restaurants, ils mangent dans un Pizza Hut. C'est qui d'ailleurs ça c'est l'anecdote aux États-Unis c'était un Taco Bell, ils ont tourné les deux scènes avec Taco Bell pour les US et nous Pizza Hut pour le reste du monde quoi. Mais ça pourrait presque être un Verhoeven en fait, je trouve. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Un peu light, tu vois. C'est ça en substance. Mais moi, quand j'ai pensé à ce film d'action, j'ai vraiment pensé à ce côté, putain, le monde où on peut. Il faut que tout soit parfait, il faut rien faire de travers et tout, et sinon c'est considéré comme le mal. Ouais, non, mais en plus c'est visionnaire. Ouais, c'est vraiment ce truc-là de ce fascisme qui dit pas son nom, quoi. Et puis les trois coquillages, est-ce qu'on sait on sait toujours pas. On saura pas les quoi. C'est rigolo, tu vois, Véronique me disait que t'avais pas trop envie de le voir. En fait, moi je me fie à la jaquette et au titre, et j'ai vraiment l'impression d'un truc à la Judge Dredd en fait, sur le papier. Le début du film est comme ça. Tout le début, quand c'est pas encore le futur, c'est beaucoup de personnes confondent les deux films en plus. Ouais. C'est assez étonnant. Ouais, non, mais je m'attendais à un truc de robot. robot. Les sépare 3 ans max. Pas beaucoup. Puis comme en plus le Judge Dredd, il a jamais son casque, donc. Ouais, 2 ans entre les deux. Du coup, on passe au film de Xavier. Ah bah super. Écoutez, moi je vais pas vous parler d'un film américain parce que tous mes camarades ont choisi l'hégémonie ricaine. Donc moi je vais vous parler de Full Metal Yakuza. Bon voilà, vous avez compris que c'est un film japonais, j'espère. Donc moi c'est un film de Takashi Miike sorti en décembre 97. Alors le pitch, Kensuke est un apprenti Yakuza tout en bas de l'échelle hiérarchique, très peu efficace sur le terrain, il ne génère que le mépris de ses partenaires. Touché par sa dévotion, son boss Tosa le prend sous son aile, alors que Kensuke escorte ce dernier à un rendez-vous d'affaires, un clan rival crible de balles les deux hommes.
Kensuke va se réveiller sur la table d'opération d'un savant fou. Ce dernier l'a transformé en robot fonctionnant grâce aux organes internes de son chef. Avec la force de son boss dans sa carcasse métallique et ses pouvoirs bioniques, Kensuke va réclamer vengeance. Voilà, c'est un pitch beau, poétique. C'est Robocop en version Voilà, japonaise. c'est aussi simple Avec que ça. plus de bondage. Vous mélangez les films de Yakuza et Robocop et vous avez globalement Full Metal Yakuza. Mais pas que. Et je pense que certains d'entre vous vont bien réagir sur ce petit plus. Bref, donc c'est un film réalisé par Takashi Miike et le film est une petite... je vais vous le dire tout de suite, ce film n'est pas un chef-d'œuvre, mais ça reste une petite pépite qui est assez marquante en fait dans la filmographie de Takashi Miike, puisqu'en fait c'est le premier film qu'il va faire avec le scénariste Hitaru Hara, qui est un scénariste qui est, je dirais, qui a bien travaillé dans le côté déviant de sa filmographie. C'est lui qui a écrit Visitor Q, en l'occurrence. Ah oui. Mais pas que, hein, il a aussi, c'est lui qui a fait le scénar Jojo Bizarre Adventure qu'on a diffusé au pif. Voilà. Il s'agit donc d'un film de V-Cinéma. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le V-Cinéma, c'est donc l'équivalent de DTV chez nous. Donc c'est une catégorie d'œuvres exclusive au marché nippon qui fait référence à des produits uniquement conçus pour la vente et la location vidéo. On met la durée du coup. Voilà, avec des durées qui sont généralement assez courtes. Le 1h10 n'est pas rare. Et attention, quand je dis que c'est pour la vidéo, à l'origine, c'était pas forcément tourné en vidéo. À l'heure actuelle, on fait de plus en plus de films d'horreur, de films d'action tournés en vidéo, un peu cracra, bon voilà. Mais à l'époque, on tournait pas forcément avec des moyens purement vidéo. Il disait juste, on va mettre que ce que les gens veulent voir en vidéo, c'est-à-dire de l'action, du cul, mais le gore, machin et tout. C'est voilà. ça. C'est en gros le V-Cinéma. Si on parlait un peu porn, ce serait un peu une sorte de gonzo du cinéma d'action, du cinéma d'horreur, voilà. On va à l'essentiel, quoi. On va à l'essentiel. Il y avait très peu de moyens. Tout en rajoutant un peu de tout. Évidemment. Et surtout, le truc où on pourrait le rapprocher un petit peu du catégorie 3. Remarquez que petit à petit, j'en rajoute. C'est qu'en fait, les réalisateurs avaient coudé franche. En gros, globalement, tout ce qu'on leur demandait, c'était des résultats. Après, derrière, tu mets ce que tu veux dedans. Hein. Les mecs, ils s'en foutaient. Du moment qu'il y avait des produits qui étaient vendus... C'était un peu ce que faisait Miike, d'ailleurs. Mais totalement. Il a fait sa répute là-dessus en faisant des films dont certains n'étaient pas des chefs-d'œuvre, mais à chaque fois, il y avait une scène totalement what the fuck qui faisait que tout le monde parlait du film. Quoi. C'est ça. Et je ne vous cache pas que donc Full Metal Yakuza, c'est un petit peu ça, mais en fait pas que. C'est en fait pour moi si j'aime beaucoup Full Metal Yakuza, c'est qu'en fait il arrive à cristalliser tout ce qui fait son cinéma, mais vraiment toutes les facettes, parce que bon, quand on connaît la très longue filmographie de Takashi Miike, il peut autant faire des drames poignants que des films d'auteur, que des films des adaptations d'animés japonais, ou des gros films historiques, voilà quoi. Et Bird People of China, tu l'as vu celui-là Bird People of China. Oui, celui-là. C'est un chef-d'œuvre, c'est super poignant. Magnifique, les gens ne savent pas que Miike fait des films très beaux, quoi. Aussi, mais tu vois, par exemple, moi, chez Miike, généralement, ce que je conseille, en fait, c'est la trilogie des Door Alive. Parce que le deuxième, il est aussi très. Le 2 est magnifique, il est sublime. C'est Kitano. Voilà, alors que le premier, t'as des scènes de déviance dedans, la nana qui est noyée dans sa petite piscine de merde et tout. Enfin, c'est très classe. Bref. Donc du coup, ce film arrive à avoir des instants de pur cinéma de Yakuza. Avant, il avait déjà réalisé plusieurs films qui sont très dans le délire Kinji Fukasaku, on va dire. C'est avant ou après Fudo ? Fudo, c'était avant. C'était avant. Ouais. Et en fait, il va commencer à intégrer des éléments du cinéma de science-fiction, du cinéma américain. Il y a beaucoup de références au cinéma américain. Mais il pourrait en rester là, surtout que, comme je vous expliquais le principe du cinéma, on pourrait rester dans le domaine du produit. Et pourtant, parallèlement à ça, il va commencer à dynamiter son propre film, à le saboter de l'intérieur. Et en fait, cette fresque Yakuza qui devient une vengeance SF va en fait montrer qu'il s'agit d'une quête existentielle. Je vous jure que c'est vrai. C'est en fait globalement, on pourrait résumer le film par une quête existentielle d'un homme de main inapte dont le corps a été fusionné avec du métal et le corps du boss qu'il vénérait. Mention spéciale à la bite, la bite du boss, qui donne quelques scènes assez magnifiques dans le film.
Mais qui est flouté. Mais qui est mosaïqué, qui n'est pas flouté. Moi, je remercie Xavier parce que ça fait un film que je l'avais. Alors, c'est ma shamelist Mickey. Moi, j'ai plein de films Mickey que j'ai pas vu, mais je rêve de voir. Et celui-là, ça faisait partie de la liste. Et quand je l'ai vu, là, quand tu l'as mis dans la liste, j'étais content. Je me suis retrouvé, on disait ça tout à l'heure en off. Je retrouvais le Mickey méchant et sale des débuts que j'aimais bien. C'est ça. Parce que le film est vraiment déviant. C'est-à-dire que tu sens que c'est le point de départ de Robocop, mais avec la déviance habituelle de Mickey. Et même si le film n'est pas parfait, il y a plein de trucs cool à plein de moments, des effusions de sang, des idées même graphiques, de comment il va filmer des plans et tout. Il y a genre des plans de vue intérieure, de corps et tout. Il y a le générique d'intro. Ça me faisait penser un peu à Ichi the Killer avec la flaque de sperme. Totalement. Là, tu as du métal carré de chaque côté et tout. Enfin, non, mais je suis très content de l'avoir vu. Merci Xavier d'avoir mis ce truc-là dans la liste parce que il est vraiment cool. Et même d'ailleurs aussi, parce que bon, voilà, j'avais pas mentionné le casting. Donc il y a Tsuyoshi Ujiki, donc on a vu chez Kiyoshi Kurosawa, donc il était dans Cure, lui il est mortelissime. Il y a Yasushi Kitamura, donc le frère de Ryuhei Kitamura, que vous avez pu voir dans Godzilla Final War et Killers. On a Shoko Nakahara qui joue donc le love interest dans le film, qui a beaucoup de points communs avec son rôle dans Visitor Q, puisque c'était elle le cadavre de Visitor Q. Ah oui, d'accord. Elle a mis le rôle statique. Voilà, c'est ça. Donc elle est spécialisée nécrophilie. Voilà, c'est ça. Renosugi, si vous avez vu du Mickey, du Kitano, vous l'avez vu juste 12 000 fois. On peut retrouver Tomorowo Taguchi qui joue donc Tetsuo dans Tetsuo 1 et 2. Et on retrouve aussi Koji Tsukamoto, donc le frère de Shinya Tsukamoto, et qui jouait le boxeur de Tokyo Fist. D'ailleurs, j'allais te parler que ça rappelle un peu dans l'ambiance et dans la thématique, mais en version cartoon déviant, les Tetsuo, quoi. Mais totalement. Il y a plein de scènes. La scène du vélo, c'est typiquement Tetsuo. Quand il est en pleine crise de furie, il y a vraiment plein de scènes. Et en fait, là, si je voulais vraiment parler du casting, c'est que vraiment tous ces films que je vous ai cités, vous retrouvez ce que vous avez aimé dans ce film, vous allez les retrouver dans Full Metal Yakuza. C'est un peu trop long, comme d'habitude chez Mickey. Et comme toujours, tu vas voir. Mais Mickey, comme tu dis, Laurent, c'est toujours. Il y a des fulgurances qui, pour moi, font que c'est toujours intéressant à voir un Mickey, même mineur. Moi, j'adore la scène de l'entraînement. Elle me fait hurler de rire parce que pour le coup, elle est complètement manga. Manga absurde, les pauses qu'il prend pour se déplacer et tout, c'est vraiment à hurler de rire. Alors après, j'ai trouvé que c'était alors tu vas peut-être je te jette sous le bus un peu, c'est un peu faible en action en matière de voilà. Je me suis posé la question aussi, bien peu comme le mien d'ailleurs finalement. C'est vrai, c'est faible en action, mais t'as quand même des belles scènes, hein. T'as une vraie scène, t'as deux scènes, c'est du pur Fukasaku, quoi. Complètement. Quand t'aimes les films de Yakuza, autant que je les adore, je peux te dire, j'ai pris un kiff monstrueux, quoi. Puis tu sens que dans la scène d'affrontement final, quand il se tape tous les Yakuza, il a gardé ça en tête pour son remake de tu vas m'aider de Harakiri, parce que on retrouve la même mise en scène et tout. Tout en fait. Vous parliez de Mickey tout à l'heure. Aujourd'hui, il est plus aussi déviant, c'est ça? Il fait des films beaucoup plus grand public. C'est toujours c'est plus que la moyenne, mais ça reste quand même beaucoup plus sage maintenant qu'à l'époque. Hein. Alors on attend beaucoup son film qui va être présenté à Cannes ces jours prochains, donc vous en saurez déjà plus que nous quand on sera diffusé. Mais le film qu'il a à Cannes est censé être un retour aux sources, c'est-à-dire visiblement c'est un pur film de Tokyoïde déjà, quoi. De Tokyoïde, d'un couple qui essaye d'échapper à des Yakuza et dans un Tokyo un peu interlope, filmé pour pas un petit budget, parce que c'est clair que ces dernières années il a enchaîné les adaptations de manga à gros budget, Terraform Mars, Jojo Bizarre Adventure, Jojo, l'habitant de l'infini. Voilà, et pour le coup, on est assez loin en effet du côté complètement underground. En fait, c'est comme Peter Jackson ou Sam Raimi, c'est devenu le faiseur de gros films au Japon. Et comme beaucoup souvent, c'est les mecs qui viennent du bis qui sont pris pour faire les gros blockbusters. Et là, il revient du coup à la saleté d'avant. Aussi parce que ces derniers blockbusters n'ont pas bien marché au Japon. Pour le coup, ça a été des échecs assez cuisants. Mais en même temps, je trouve qu'il y a sa perte de la saleté, c'est aussi une perte que tu retrouves assez souvent quand tu sors du V-Cinéma. Si tu prends Takashi Shimizu, ses meilleurs Ju-On, c'est ceux qui étaient dans le V-Cinéma. Ceux-là, ils sont vraiment cradingues, quoi, vraiment. Alors après... lequel c'est un des 30 qu'il a fait Les deux premiers Ju-On, voilà, en V-Cinéma. Marebito, c'était du V-Cinéma.
Il me semble pas, non. Non, parce que ça c'était Non, crade. avec, putain. Ça, c'était avec Tsukamoto. Et ce qu'il Mais- faut dire sur Mickey, ce qui se passe, c'est qu'il enchaînait des fois 7 ou 8 films dans l'année. Ouais, ouais, Et là, c'était l'époque où. Enfin, c'était encore la fin de l'époque où il faisait ça, quoi, encore. Ouais. Ouais. Et puis, ce qui est marrant, c'est que au final, moi j'ai toujours trouvé que c'était un mec qui un peu un arnaqueur. C'est un mec très doué. Ah, Mais j'ai totalement. toujours trouvé que finalement c'est un mec qui n'avait pas beaucoup de personnalité dans ce qu'il a raconté, donc il a beaucoup travesti ça C'est un avec, artisan. avec du what the fuck. Et que en revanche, quand il est rentré dans le moule, c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait le mec n'a pas grand chose à porter en termes Eh ben, d'identité artistique. tu vois. Regarde, je te disais tout à l'heure, Bird People of J'ai vu, China. j'ai vu. Et Non, mais c'est il y a vraiment. des fulgurances ouf. magnifiques dans sa filmographie, mais Ouais. globalement, je trouve que ça fait pas partie de ces gars qu'on vénère comme, je sais pas, comme Craven, comme Carpenter ou, Ouais. ou d'autres qui ont toujours, tu vois, tu sais que c'est eux. Ben, on en a parlé déjà, mais Voilà. Legion of the Evil de Mickey, pour moi, c'est un des plus grands films d'horreur de ces 20 dernières années. Quoi. C'est dingo. Quoi. C'est ouais. du lot Battle Royale. Mmh, Enfin, ouais. c'est vraiment dingo. Ce Non, film, mais il y a quoi. des trucs, qui Oui, sont. oui, c'est pas Et toujours. puis par exemple, putain, le truc qui était passé, c'était passé au pif ou je sais plus, à l'étrange, son film d'horreur qui se passe pendant une pièce de théâtre là. ça a C'était quelques l'étrange, années. ça. C'était à l'étrange, ouais. C'était beau, mais c'était chiant. C'était putain, chiant, mais j'en c'était pouvais plus. sublime. Hein. Ce que je veux dire, c'est que le mec a vraiment passé son temps à faire tout et parfois à réussir des choses super bien, parfois à faire des trucs complètement par-dessus la jambe. Et voilà, tu vois, Pour moi, c'est un artisan. C'est vraiment ça. C'est le côté. C'est un faiseur, mais Ouais. qui a quand même, je trouve, un peu plus de talent qu'un simple faiseur. C'est pas Yes Man oui, pour oui, moi. oui, oui. Mais J'adore attention, Mickey. Hein. Attention, parce que maintenant, moi, je veux la vie de Véro. Ah, c'est que Véronique. Ah, oui. moi, je l'avais jamais vu, évidemment, parce qu'il coche 2 cases que j'évite, c'est-à-dire le film d'action et le film de mafia, enfin de Yakuza pour le coup. Un schisme, ça y est. Mais en fait, c'est juste que c'est pas que. En fait, je ne comprends rien à ces genres-là. Enfin, au genre mafia, j'ai toujours beaucoup de mal. Et en la fait- case nécrophilie, ça c'est une que tu aimes beaucoup. Alors, ça a remonté. Non, mais par contre, je trouve que le film est. Mais du coup, j'ai bien aimé, justement, parce que le film est quand même très accessible, je trouve. Ah, tout à fait. Il est tout à fait. drôle, c'est assez clair, tu vois. Enfin, l'histoire, qu'est-ce qu'il y a Ça dit drôle. Je dis drôle. Voilà. Non, mais ça nous fait plaisir, ça nous égaye quand Pardon. Et du coup, ouais, je m'attendais pas à ça et c'est hyper facile. Alors, comme disait Laurent, la scène d'entraînement, elle est à mourir de rire. Et puis le fait que, au bout d'un moment, ça change. Enfin, le film change complètement de tonalité. Bah, du coup, c'est hyper intéressant et ça emmène ailleurs. Et puis il y a des moments carrément crades et glauques et c'est quand même un peu gore aussi. Enfin, donc oui, non, j'ai quand même. C'était une super bonne surprise. Ça. Ah, mais ça plaira à tout le monde. Bah, tout c'est ça, tout en le fait. monde trouvera quelque chose dedans qui va lui plaire. Voilà, même si le film est trop long, mais c'est du Mickey. Donc vous voyez Mickey, vous dites juste Enfin, il déjà est c'est trop long. Il fait quoi, 1h40 quand même. Ouais, 1h40. 1h43, ouais. Ça va. Mais voilà, il y en a pour tout le monde. Voilà, c'est un film honnête, c'est un film généreux. Voilà, c'est un film généreux qui vous veut. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, il y a un bouquin anglais qui s'appelle Agitator par Oui. Tom Mess qui Excellent. parle de toute la première partie. En fait, le bouquin s'est fait à une époque, donc forcément Mickey a fait 40 films depuis, quoi, mais ça parle de toute la filmographie de Mickey, surtout toute la partie un peu invisible, ce vieux cinéma justement qui n'avait jamais quitté les étals des rayons japonais. Donc c'est hyper intéressant pour qui s'intéresse à ce qu'a fait Mickey, parce que je sais pas si depuis le bouquin a été augmenté, il y a peut-être d'autres informations qu'on ne savait pas à l'époque qui ont été rajoutées et tout, mais en tout cas, pour peu vous intéresser à la carrière de Mickey, c'est vraiment passionnant. Pour Mickey, c'est un peu le jazz franco japonais. Je le dis souvent cette Carrément. comparaison, mais pour moi, c'est pareil, quoi. Et toute cette période V-cinéma de Mickey n'est pas facile à voir dans son Il y a intégralité. que des VHS qui existent, Ouais. ou des VCD, quoi. Talal, ton film Oui. Alors, oui. Il se réveille. Je sais pas quel âge c'était suivant d'un point de Ouais, vue dans le temps. En fait, c'est la même année que Laurent, mais Laurent a beaucoup parlé, je trouve, donc j'ai envie d'entendre ouais, Talal. on est né la même Ah, c'est année. la même année tous les deux. Ouais. Oui, Ah, il y aura un point commun pensais après, que j'en t'étais- parlerai après, il y aura un point commun. je pensais que tu étais un peu plus tard, Laurent, mais apparemment pas. Je tire plus longtemps en général. Donc, moi je vais vous parler d'un film qui s'appelle Dredd 3D, parce qu'on a parlé de Judge Dredd tout à l'heure, et non, je ne vous parle pas de Judge Dredd avec Stallone, mais le Dredd qui est sorti en 2012, un film de Pete Travis, donc qui est la seconde adaptation donc de cette série de comics en fait qui a été créée dans les années 70, qui s'appelait 2000 AD et qui est devenue par la suite Judge Dredd, donc créé par John Wagner et Carlos Esquerra.
Donc nous on a connu donc l'adaptation en 95 de Danny Cannon, donc avec Stallone qui était pas génial, et là je pense qu'on rattrape un peu les erreurs, on efface l'ancienne ardoise et on repart sur des bases saines, parce que le scénario est écrit par Alex Garland justement, qui est aussi le producteur du film et qui a l'air d'être très très attaché au film, à tel point que, alors on raconte que en fait Pete Travis s'est fait un peu éjecter, on va dire, de la réalisation. C'est des choses qui ont été révélées beaucoup plus tard par le comédien principal du film, Karl Urban, et que donc le vrai réalisateur du film en fait n'est autre que Alex Garland. Donc je vais quand même vous parler un peu de l'histoire. Donc ça se passe dans un monde devenu un gigantesque désert qui se résume à une seule ville qui s'appelle Mega City One, donc une métropole rongée par le crime, où chaque tour en fait est en fait une sorte de ville en elle-même, une ville pouvant comporter jusqu'à 200 étages et des milliers d'habitants. Donc dans ce contexte-là, il y a une drogue qui sévit justement à Mega City One qui s'appelle le slow-mo et qui est contrôlée et distribuée par Mama, un peu la caïd, on va dire, du Blade, quoi, et pas de Blade. Plutôt de Game of Thrones pour le coup. Donc voilà, le Judge Dredd est envoyé avec sa jeune recrue télépathe à Peachtree, donc une des tours, et parce que on a découvert 3 cadavres en fait qui ont été jetés de 200 étages et qui ont été dépecés avant ça. Et donc Mama, donc la grosse boss, décide donc de condamner les portes de la tour et d'enfermer tous les habitants. Et de ne pas ouvrir les portes tant que les judges ne sont pas morts. Voilà. Donc le Judge Dredd et son adjointe décident de monter tout en haut de la tour pour affronter toute l'organisation mafieuse. Voilà. Donc le film est sorti quelques mois après The Raid, on y pense forcément, mais donc déjà pour son principe de verticalité, parce que comme dans un jeu vidéo en fait on va passer d'étage en étage jusqu'à monter au boss final, mais les films sont quand même finalement assez différents dans le mood, déjà du fait que Dredd est un film de SF, contrairement à The Raid, qui est un pur film d'action. Et on va dire que c'est une pure coïncidence parce qu'en fait Dredd a été développé avant en fait The Raid, parce qu'il a mis plus de temps à se développer aussi. Il n'y avait pas eu une histoire comme quoi le scénario aurait fuité de Dredd? Il me semblait avoir lu un truc comme ça, comme quoi le scénario avait été sur le net en fait avant le tournage. Je sais pas, peut-être qu'il y a eu d'autres. Il y a eu plein de blabla de tentatives entre The Raid et Dredd, il y a pas mal de choses à l'époque. Mais bon, je pense qu'on est vraiment dans la coïncidence et c'est pas étonnant finalement parce que les films sont quand même assez différents. Donc Pete Davis, il a pas fait grand chose en fait, il a fait beaucoup de télévision ces dernières années, mais vous le connaissez peut-être parce qu'il avait fait un film qui s'appelle Angle d'attaque en 2008, un film avec plein de points de vue, avec plein de personnages, une sorte de film choral. Et donc dans le film qui nous intéresse aujourd'hui, donc on a Karl Urban donc qui joue le rôle de Dredd, qui ne retire jamais son casque. Justement, tu parlais de Stallone tout à l'heure où on voyait jamais avec le casque, ce qui est complètement aberrant avec le personnage de Dredd. C'est comme si tu mettais Superman sans sa cape ou son slip. Sans son slip, je veux bien voir. Hein. Parce que dans le comics, il y a une fois où il enlève son casque et on lui demande très rapidement de bien vouloir le remettre parce que c'est trop horrible. Ça, ouais. Voilà. Et donc donc du coup on voit jamais Karl Urban, mais par contre on entend sa voix et sa mâchoire. Et on voit sa mâchoire, et ça c'est vrai. Et il a l'attitude, et pour le coup, il est vraiment Judge Dredd, quoi. Beaucoup plus Dredd que pourtant Stallone, qui a quand même un charisme. Et la méchante de l'histoire, donc c'est autre que Cersei de Game of Thrones, donc Lena Headey, qui est vraiment, enfin comme d'habitude, qui est toujours parfaite. C'est une comédienne assez impeccable. Et Olivia Thornby qui joue la rookie, donc Judd Anderson, donc la télépathe, qui est vraiment que je connaissais pas du tout, qui est une superbe actrice, très jolie, et qui n'est pas juste un faire-valoir, qui a vraiment ces vraies scènes où elle se défend, c'est pas juste la petite adjointe, elle a vraiment elle va jouer de son pouvoir de télépathe dans certaines scènes, et ça crée des séquences de tension assez intéressantes. Et on va retrouver aussi Domhnall Gleeson, qui n'est autre que le fils de donc Donald Gleeson, que vous connaissez parce que vous l'avez vu dans un épisode très connu de Black Mirror, mais surtout dans Ex Machina parce qu'il joue le rôle principal d'Ex Machina d'Alex Garland. Donc voilà, le film est très très violent. Ça en devient même fascinant. Je trouve que le film est incroyablement bien shooté, vraiment.
Et puis on parlait tout à l'heure de ce mood un peu de film qui a 20 ans, donc 20 ans dans les années 90, on est vraiment dedans en fait. Et je trouve cette idée là justement des séquences de slow-mo, parce que donc les personnages prennent de la drogue, et là où on aurait pu voir les personnages prendre de la drogue et voilà juste dire bah, voilà ils prennent de la drogue, là on est dans leur point de vue, on est dans leurs sensations, et tout passe en slow-mo, et ça donne lieu à des scènes super intéressantes, notamment de personnages qui sautent de 200 étages. Donc voilà. Donc le budget est plutôt rikiki pour ce genre de film, surtout pour une adaptation de comics. On est dans les 45 millions de dollars, et je trouve que le résultat est vraiment très impressionnant pour un tel budget. Malheureusement, le film a été un monumental bid, ce qui fait que il n'y a pas vraiment eu de suite. Mais voilà, le film, on sent qu'il y a de la démerde, que c'est un film qui est fait avec des couilles et du cœur, et on a énormément d'effets de plateau, beaucoup de studios, on a un usage assez intelligent des CG, contrairement à des films, on va dire, avec beaucoup plus d'argent, enfin, ou même du même acabit, on va dire, qui se revendiquent du comics. Et pour le coup, là, on est vraiment quelque chose d'assez retenu et bien foutu. Moi, je l'ai vu 3 fois, le film. Je l'ai vu dernièrement, c'est la première fois que je le voyais en 2D, je trouvais plutôt bien, mais par contre, la 3D est vraiment très réussie pour le coup. Le film en 2012, je l'avais vu à l'Étrange Festival. C'est la clôture de l'Étrange Festival. C'est la clôture, ouais. Je crois qu'on y était tous. C'est ça. J'avais kiffé, quoi. C'était vraiment cool. Donc il y a la BO d'un inconnu qui s'appelle Paul Leonard Morgan, qui est assez rock électro, qui est plutôt cool, que j'aimerais bien écouter de façon isolée. Et pour conclure, je vais vous parler aussi de la production design qui est vraiment très réussi. C'est Mark Digby que vous avez vu. En fait, c'est simple, c'est le production designer de tous les films d'Alex Garland, enfin tous les films, les 2 autres films qui ont suivi, Ex Machina et Annihilation. D'ailleurs, on n'a pas parlé de Annihilation, on avait promis qu'on y reviendrait un jour, parce que je l'ai vu et c'est un excellent film. Ah si, j'en ai parlé. Non, je sais, toi tu en as parlé à 2 reprises, mais on s'était promis avec Cyril de le revoir un week-end et de le voir et d'en parler. Et entre-temps, je l'ai vu et c'est vraiment mortel. Ah, moi, c'est le meilleur film de 2018. Autant en tant que scénariste, ce qu'il a fait dans le cinéma, dans le jeu vidéo, en littérature, qu'en tant que réalisateur, Alex Garland, c'est décidément un des réalisateurs ou un des artistes qui me fascine le plus aujourd'hui. Vous êtes tous d'accord Juste, il y a dit un truc sur le budget. À l'époque, c'était l'un des plus gros budgets pour un film indépendant de tous les temps, en fait. Oui. C'était un truc qui était vachement mis en avant. C'est pour ça que ça a coûté. Ils sont un peu coulés après. C'est qu'en fait, c'était une preuve qu'on pouvait faire en dehors d'Hollywood des gros trucs et tout. Depuis, il y a eu le Valérian de Besson, mais c'était à l'époque un des plus gros budgets, et c'était un des points qui explique peut-être que. Ils n'ont pas forcément eu tout l'argent qu'ils auraient voulu avoir pour le film, mais globalement, je trouve que ça se sent bien. Ça se ressent pas. Les rares plans d'extérieur, ça gêne pas trop de voir les méga blocs et tout. Une fois qu'ils sont dedans, après, ça ressemble à un film d'intérieur normal, quoi. Et ce que tu n'as pas dit, qui est très intéressant, c'est l'utilisation du flingue. Parce que dans le film de Stallone, c'était un peu frustrant, alors que là, si je me souviens bien, je l'ai pas vu depuis l'Étrange Festival, mais il y avait le flingue sert plein de fois et il a plein d'options. Et si je me souviens que c'est un truc vachement cool. C'est une caractéristique du perso, non ? C'est pas dans les comics. Oui. Non, c'est une caractéristique. Ouais. Mais dans le Stallone, c'était pas autant mis en avant, quoi. Mais après, c'est le. Il y a une petite différence parce que je sais que les gens ont une mauvaise vision en fait de Dredd. Et surtout, j'ai remarqué ça avec de Dredd 3D, parce que tout le monde voulait voir Dredd 3D, parce que le film, ça va être violent, ça va être bourrin et tout, machin. Attention, à la base, Dredd, c'est une BD satirique, hein. C'est très drôle en fait, Dredd. C'est de l'humour très noir. C'est de l'humour extrêmement noir. Et en fait, là, t'as les premiers volumes qui sont en train de ressortir, qui sont réédités en France en intégrale, en ordre chronologique. C'est vraiment, c'est super drôle. C'est à se pisser de rire, pisser dessus de rire, quoi, vraiment. C'est pas du tout le cas, quand même. Mais là, du coup, c'est pas du tout le cas. C'est quand même très premier degré. Dans les années 90, l'adaptation est après le truc, c'est plus premier degré. En fait, le truc, c'est qu'à la base, c'est des petites histoires, et en fait, petit à petit, les histoires ont grandi. Et en fait, c'est dans ces grandes histoires qui sont devenues au fur et à mesure des épopées où là, t'as quand même plus de noirceur et plus de sérieux qui est arrivé. Mais voilà, quoi. Typiquement, le flingue, c'est plus un petit truc un peu rigolo. Ouais, c'est pas donc, juste un dernier mot sur le comics. Donc, tu avais 2000 AD qui est devenu en fait Dredd dans les années 80-90, je suppose. Ce que tu dis là, les petites je crois que les petites histoires, les petites histoires c'était dedans, et en fait au fur et à mesure c'est devenu un comics à part entière. Je l'ai pas précisé, c'est anglais en fait. Oui, c'est anglais. Oui, pardon. Oui. En fait, ça fait partie des BD cultes avec Tangirl. Voilà. Cette époque-là. C'est pas une émanation de Metal Hurlant, tout à c'est dans le délire, ouais. C'est dans le délire. Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Talal. Je trouve le film très beau et tout, mais je reste complètement dehors. Enfin, je trouve qu'il n'y a
aucune empathie possible avec aucun des personnages en fait, et notamment Dredd, parce qu'on voit pas son visage et qu'en plus, je sais pas, il est tellement froid, on dirait un robot. Et l'empathie passe par elle en fait. Pour le coup, le spectateur, c'est vraiment. Ouais, mais elle, bon, je sais pas. Ouais. J'ai Mais beaucoup tout à l'heure, on de mal. parlait des méchants de Demolition Man. Je trouve que la méchante de Dredd fait aussi que ça lève le film vers le haut. Ah, complètement, ouais. Parce qu'elle est vraiment elle est charismatique. Bah, moi, je la trouve elle est on humaine. est plus intéressé quand il y a des scènes avec elle que quand il y a avec les. Elle est très cruelle les et juges, tout, les juges, quoi. Elle a une backstory en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que bon, là, elle est Oui, pas très on nuancée dans le sait, film en soi, mais on dit que c'est C'était une ancienne prostituée ouais. qui a été défigurée, qui du coup, on se fait nous-mêmes, on rallie nous-mêmes les wagons en se disant, bah, elle en a chié et puis elle a gravi les échelons Alors comme que ça. Dredd, on comprend qu'il a une backstory, mais on la connaît jamais en fait dans le film. Non. Voilà. Non, Parce qu'au début, il y a la télépathe qui dit qu'elle sait des choses. choses sur lui et on Ouais. pense qu'on va savoir et au final, on sait pas. Quoi. Ouais. Donc c'est un peu compliqué, je trouve, de faire de son héros quelqu'un d'aussi froid. Après, je crois que c'est un truc on adhère sur le principe en fait quand on sait qu'on va voir ce film, quand on est prévenu en tout cas, Ouais, mais j'étais on peut-être pas accepte préparée. ce principe. Bon, après, moi, personnellement, je trouve le film très bien. Voilà. Après, je suis pas en surkiff dessus. Voilà, j'aurais aimé. En fait, quand tu connais un petit peu la BD, toi, tu as envie de voir certains trucs que du coup, le film te montrera pas parce que tu as l'impression que c'est genre une petite introduction, un univers, un personnage. Ça ressemble beaucoup à l'épisode 1, oui, effectivement. Voilà, et du coup, tu restes un peu sur ta faim, quoi. Surtout qu'après, comme tu disais, ils se sont battus pendant assez longtemps pour arriver à faire un deuxième film. Il y avait même eu des pétitions et tout, machin. Et en fait, petit à petit, ça s'est transformé en projet de série télé. À un moment, il disait que ça allait être lancé. J'ai pas trop suivi, donc je sais pas trop. C'est abandonné à nouveau Ah, c'est et encore abandonné, il reparle d'une suite éventuelle. Oh là là. Toi, Laurent Je suis un peu comme Xavier, c'est-à-dire que je prends un panard pas possible à voir le film. Je l'ai vu qu'une fois, peut-être à la même séance que vous d'ailleurs. Mais au-delà de ça, voilà, gros plaisir. Mais je cours pas après le film en me disant j'ai trop envie de le revoir, même si c'est pareil, je tombe dessus à la télé. C'est je me ça, le remate ouais. avec plaisir. Voilà, c'est exactement ça. Mais voilà, je trouve pas que ce soit un truc délirant, mais en revanche, c'est un gros kiff de A à Z, super bien branlé. Pour le coup, je suis très curieux de savoir vraiment ce que Garland a fait dans le film parce que je trouve que c'est un mec qui jusqu'à maintenant en fait il commence petit. Enfin tu vois, Garland Ex Machina c'est un huis clos après, et du coup de se dire qu'il a fait ça avant Ex Machina, enfin tu vois, ça change un peu. Je trouve toute la chronologie de son évolution en tant que cinéaste et je trouve ça assez fascinant. J'aimerais bien savoir le fin du fin là-dessus, mais... C'est là, je leur dis, la 3D est vraiment, c'est pas juste un gimmick, hein. Je crois que c'est natif et elle est vraiment mortelle. En tout cas, c'est l'occasion de le voir en 3D. Ouais, d'où le titre du film, c'était ouais. vraiment, ils ont assumé la 3D. Ouais, vraiment, c'est un des films, des bons films qui exploitent la 3D, quoi. Ouais, c'est The Raid avec des guns en fait, ils se tapent pas forcément, c'est pas des coups de tatane, mais c'est des guns. En fait, je crois que c'est ce qui fait que quelque part le film me reste pas plus en tête que ça, c'est que j'ai trouvé en effet la similarité de principes scénaristiques et scéniques tellement proches, et je trouve que The Raid pour le coup l'utilise beaucoup mieux, tu vois. Voilà, parce que dans The Raid, on est dans un immeuble normal, tu vois, de cité, et là on est dans une mégalopole de 200 étages, donc c'est pas le même délire. Ouais. Mais voilà, je trouve que The Raid fonctionne beaucoup plus sur le terrain de l'action, beaucoup mieux en tout cas, et donc c'est peut-être pour ça que quelque part Dredd pour moi reste plus un à côté très fun, mais pas... Le film The Raid est plus cohérent, on va dire, en matière par rapport à son budget, et je pense qu'ils font ce qu'ils ont envie de faire. Je crois que dans Dredd, ils sont limités au bout d'un moment, et ce qui fait que finalement la cohérence dont tu parles n'est pas vraiment présente, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un plafond qu'ils atteignent, et mais finalement, pourtant, tu vois les étages, quand ils ont tourné, en fait, ils ont juste construit 3 étages, en fait. Comme pour The Raid, faire croire que c'est 200 étages. Mais pourtant, je serais incapable de pointer du doigt un défaut du film, de Dredd. Je pourrais pas dire, ouais, mais non, je suis pas trop fan parce que c'est assez nul. Non, tu vois, j'aime tout bien, mais je pète pas un câble. Voilà. Bon, Laurent, ton film mon film, j'ai découvert grâce à certaines personnes qui sont autour de cette table. Hein. C'est un de mes grands souvenirs du PIF. C'était quelle année ? 2012. 2012, voilà. Personne ne croyait, hein, quand j'ai proposé le film, tout le monde a fait. C'est clair. On dit pas encore quel est le nom du film, mais tout le monde a fait ouais, super. Hein, et j'étais premier rang, je crois. J'étais à côté de Cédric Dehaulay et scène après scène, on pétait un câble, on surpétait un câble, on se regardait, on se disait mais c'est fou. Voilà. Je parle bien sûr de Universal Soldier, le jour du jugement, ou bien en titre québécois Universal Soldier, la vengeance. Qui est le 4 du coup. Voilà. Et donc le titre anglais The Day of Reckoning.
Universal Soldier Day of Reckoning. Donc, le film qui arrive, genre, on se dit, ouais, non, je mettrai ça sur W9 dans 3 ans. 4 ans, et en fait non, on a tort. Voilà, donc Universal Soldier, vous connaissez, une franchise lancée par Roland Emmerich, le bien nommé, ça veut rien dire, Il est bien nommé quoi. qui donc mettait en scène Dolph Lundgren et Jean-Claude Van Damme, qui étaient des ex-soldats transformés en super soldats vaguement zombifiés, cyborgisés. Voilà, donc c'était du Emmerich, donc un pitch rigolo et un film nul. Et les suites étaient encore pires. Et donc, d'où la surprise de voir arriver cette espèce d'ovni totalement pété du casque. Universal Soldier, le jour du jugement, confié à John Hyams, à l'époque un inconnu dont le seul titre de gloire est d'être le fils de Peter Hyams. Il avait fait le 3 aussi. Il avait fait le Oui, 3, ouais. ah oui, il avait fait le 3 qui était... Et apparemment, le Qui est pas 3 mal, qui est pas amorçait mal. déjà le début du 4. Oui, Voilà, c'est vrai, le 3 est pas mal. C'était pas encore le pétage de câble du 4, mais Non, apparemment le c'était 3. c'était gentiment bourrin, voilà. mais c'était un peu con, mais voilà quoi. Attends, il y en a pas. Attends, il y a un En fait, il y a eu 2. Il y a Il y a Universal eu Soldier 2, ouais. il y a eu- Ouais. il y a eu 2 fois le 2. En fait, t'as deux chronologies en fait. Voilà, où en fait C'est le 5 c'est un en tout, multiverse quoi. en fait. c'est Voilà. Oui, mais juste sur le 2. C'est le 2 qui est 2 Voilà, fois. En fait. c'est juste le 2. Dont le 2 qui était encensé par Damien Granger à l'époque dans Mad Movies. J'étais au ciné et j'ai toujours voulu attraper Damien et faire putain, mais pourquoi ce film était bien, bordel. Il est bientôt en dédicace à Metal Luna. Ah, je lui On va dirais. aller le dire. Et donc voilà, donc John Hyams est donc le fils de Peter Hyams, réalisateur de Outland, Outland, Loin de la Terre, un des meilleurs films de science-fiction jamais fait, 2010, etc. Et aussi d'un Van Damme, puisqu'il avait fait, si je ne m'abuse, celui qui se passe dans le stade de hockey sur glace. Ah oui. Oh, c'était lui ça. C'est lui, Ouais, ça tout à Oh fait, là là. il me semble. ça Qui s'appelle s'appelle Mort déjà Subite. Ouais. Oui, je l'ai vu en salle Et ce il truc. me semble que c'est Peter. Moi j'ai vu en salle aussi. Ouais, Je ouais. crois que c'est Peter Hyams, qui était donc un remake de Die Hard avec Jean-Claude Van Damme coincé dans une patinoire. Et il n'y avait pas une Voilà. peluche à un moment, il se battait pas à un moment donné avec C'est une bien mascotte ça. ou un truc comme ça, c'est Ouais, ça si, je crois. Ouais. Voilà, mais non, Peter, nous ne restreindrons pas ta carrière à ce haut fait. La fin des temps. Voilà, exactement. Donc voilà, John Hyams, donc qui d'un coup arrive avec ce nouveau Universal Soldier que personne n'attendait, ou en tout cas très sagement. Sauf que déjà, Les producteurs attendaient pas ça comme résultat en tout cas. oui, voilà, ouais. Déjà, le film est avec à nouveau Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren, mais surtout avec Scott Adkins, qui à l'époque commence déjà à se faire un petit nom en tant que sosie de Ben Affleck, capable d'éclater à peu près 25 mecs à la suite, 100 mètres de déo et sans même se casser un ongle, tout en étant ultra impressionnant. Là, il joue donc un homme qui s'appelle John, qui sort du coma et qui découvre que sa femme et son enfant ont été tués d'une façon assez brutale et sauvage par des inconnus qui sont introduits dans sa maison. Et dans ses flashbacks, il voit le chef de ces inconnus qui enlève son masque et qui n'est autre que Jean-Claude Van Damme. Et voilà, son but, ça va être de retrouver le mec qui a buté sa famille. Donc, on commence par un truc d'un basique de chez basique, mais à un tel point qu'on ne sait pas qui est ce John. On ne sait pas pourquoi le personnage de Jean-Claude Van Damme, qui est donc Luc Devrault, le personnage des premiers Universal Soldier, lui en veut à ce point. Enfin, on se dit, bon, ok, c'est complètement con. Mais par contre, dès que ça se frappe, même la scène d'intro, voilà, déjà, c'est vu entièrement en point de vue subjectif à travers les yeux de Scott Adkins, qui se réveille parce que sa fille lui dit papa, il y a des monstres dans la maison. Il explore la maison totalement en vue subjective. Il dit mais non, tout va bien. Il tombe sur les mecs qui l'éclatent, qui après tuent sa femme et sa fille, toujours en point de vue subjectif. Donc déjà là, on se dit, alors c'est con parce que je comprends pas trop de quoi ça parle et je vois pas pourquoi. Mais en revanche, ça a une putain de gueule. Et en plus, il y a un travail sur la lumière qui va se confirmer après, surtout le reste du film, qui est ultra influencé par Gaspard Noé, notamment avec beaucoup d'effets stroboscopiques, etc. Et une caméra un steadicam très flottant. Voilà, il y a déjà une espèce d'atmosphère un peu étrange. On se dit, je sais pas trop où je vais. Bon, on va voir. C'est peut-être un accident industriel. Pas du tout, c'est complètement pensé. Et au fur et à mesure du film, alors je sais pas, je spoil pas. Oui, Un peu, allez. Oui, bah non, mais c'est Vous avez qu'à être au intéressant. pif. Voilà. Oui, non, je pense qu'on peut se Voilà, enfin, en disant que Vas-y, on comprend... tu me regardes avec des yeux. On a genre, prévenu, ah, hein. Ah oui, mais non, Tu mais l'as en pas plus, je lui ai passé le film Le pauvre aujourd'hui. Aurélien, pauvre. bouge-toi les Bon, oreilles, je je te spoil fais pas signe. alors. Mais en tout cas, on va comprendre la vacuité scénaristique du début du film qui est assez handicapante quand même pendant toute une partie du film. En fait, on comprend d'où elle vient, elle est complètement pensée, elle a une justification totale et là le film devient carrément fascinant dans sa façon d'agencer ses enjeux dramatiques. Mais au-delà de ça, quand même,
déjà, on a un Universal Soldier avec un bon scénar, donc déjà ça c'est cool. Mais surtout, on a un Universal Soldier complètement pété du casque en matière de mise en scène, de la violence, de l'excès de violence, de l'excès de cul, de tout. C'est-à-dire qu'il y a c'est des têtes qui éclatent à coups de batte de baseball. C'est des prostituées qui sont. C'est des prostituées qui sont à bout portant. Fusil à pompe, Ils sont projetés à 10 mètres en arrière. C'est d'une sauvagerie hallucinante. T'as un plan, une nana qui se fait prendre dans une méchante levrette, vue en point de vue subjectif comme dans en point de vue en top shot. Flottant un peu à la Enter the Void, et puis d'un coup 2 secondes après t'as un mec qui est en train de se faire planter des clous par une dominatrice en short en jean, et après t'as un autre qui arrive avec un fusil à pompe et qui fait des headshots à tour de bras. C'est complètement délirant. C'est vraiment le film. Ouais. C'est filmé au ralenti avec une image stroboscopique qui est super déstabilisante, et ça n'arrête pas. Il y a une poursuite en voiture ultra dynamique. Voilà, le film, la fin est un peu décevante, pas par son antagoniste, parce que voir Jean-Claude Van Damme se prendre pour Kurtz dans Apocalypse Now, c'est quand même un plaisir qui se refuse pas globalement quand on est quelqu'un de goût, comme vous l'êtes, j'en suis sûr. En revanche, c'est vrai que il y a le côté un peu, j'arrive dans le repère des méchants et puis je me castagne tout le monde. C'est bien que tu dises qu'il n'y a pas de spoil. Non, qu'il est dans pas les méchants, ça veut rien dire. Ça. Non. Mais bon, Kurtz. Ouais. Mais en revanche, voilà, c'est juste une espèce d'accumulation comme ça de violence très sèche, très froide. Le film est pas drôle pour un sou, mais alors pas la balle de baseball, t'en as parlé, mais ouais, c'est voilà. Et voilà, et c'est très étonnant. On a vraiment l'impression d'être à la fois devant un film de SF, devant un putain de film d'action, parce que Scott Adkins, excusez du peu, ce mec est juste une espèce de brutasse hallucinante. Et en même temps, c'est un film d'horreur. C'est un vrai film d'horreur dans le sens où c'est poisseux, c'est dégueu, c'est gore, c'est vraiment. Et moi, je rajouterais surréaliste et, voilà, et existentiel. Exactement. Et on nous casse les couilles. C'est le mot de la soirée, existentiel. Je vais en reparler encore, mais on me casse les couilles avec un autre fils 2 et son film tout pourri, là, Mandy. Mais pour moi, le vrai fils 2 qui fait des films barrés, c'est pas le fils à Cosmatos, c'est vraiment le fils à Ian. Alors, le problème de John Hayam, c'est qu'il a jamais vraiment, on va dire, transformé l'essai parce qu'il n'en a pas eu l'occasion. Il est sur le remake de Maniac Cop, toujours. Il ne fera jamais. En tout cas, il est toujours dans le truc. Il est censé faire le remake de Maniac Cop produit par Nicolas Winding Refn et Wall Bunch. Et pour l'instant on n'en voit pas le début de la queue. Il a réalisé plusieurs épisodes de Z Nation pour The Asylum, ce qui est quand même ça fait un peu mal au cul. Il est showrunner et réalisateur de la nouvelle série zombie de The Asylum, qui est une émanation de Z Nation, qui s'appelle Black Summer, je crois, ouais, c'est ça. et qui est sur Netflix depuis peu, et qui porte clairement sa patte. Moi j'ai vu que le premier épisode, qui est à base de longs plans séquences avec une lumière pareil assez blafarde, assez froide, etc. Donc on retrouve pas mal sa patte, mais pour l'instant Universal Soldier, Le Jour du Jugement, c'est de loin son chef-d'œuvre absolu. Moi chaque fois que je revois ce film, je suis complètement éberlué par le niveau de what the fuck qui constitue dans le cadre d'une franchise qui est censée être du Hollywood lambda, milieu de budget, un petit peu je te kick dans la gueule avec 2-3 lasers et coups de poing et coups de feu, et on n'en parle plus, et là ça part dans tous les sens. C'est du hijacking de réal, en fait. C'est que le gars, il a eu une opportunité, je pense, et il a montré qu'il était capable, quoi. Est-ce que je peux dire un truc qui va faire fantasmer tous ceux qui aiment le film? La version 3D. Voilà, on a essayé de l'avoir pour le PIF à l'époque. Le film a été tourné en 3D, mais pas 3D normal, avec la caméra de Cameron, la caméra fusion qui permet de faire la convergence des yeux. Il paraît qu'elle est ouf. Elle a été montrée dans un festival aux États-Unis, au Fantastic Fest. Les gens ont pété un câble. C'est comme ça que j'ai repéré le film d'ailleurs, parce que je me dis tiens, c'est marrant, ils parlent tous d'un film ultra violent, 3D et tout. C'est pour ça que je me suis dit regardons-le. Je me suis dit, faut à l'époque, on s'en fout derrière la Soldier. Non, mais apparemment. Et quand on a vu, on a fait ah ouais, d'accord, c'est quelque chose et tout. Ah, donc il y avait des moyens. S'il y avait la caméra. Non, ils ont eu la caméra de Cameron. Je pense que tout le budget est parti dans la caméra. Mais les Resident Evil aussi ont cette caméra. Les Resident Evil ont cette caméra aussi. Sauf qu'apparemment, ils ont pas mal de problèmes sur le tournage, ça chauffait, c'était compliqué à utiliser. Et donc cette version 3D, peut-être aussi parce que c'est Ewan, c'est un énorme géant du entertainment au Canada qui a distribué le film. Peut-être qu'Ewan s'en foutait, mais cette version 3D, elle existe, elle a été montrée une fois, et c'est un graal, je pense, pour tous ceux qui aiment ce film, parce que... Et les battes de baseball. Parce que j'imagine ça en 3D... Non mais la scène de début en 3D, mais... Claire. Précisons
précision, pardon. Le film est sorti en vidéo dans 2 versions. Ouais. La version DVD, je crois, est censurée des plans les plus gore et les plus cul. La version Blu-ray, il me semble, et la version intégrale. Donc c'est celle-ci qu'il Je me faut souviens. prendre si vous voulez découvrir le film. Sur le forum de Mad, et le mec avait vu Ouais. le film en piraté, il disait ouais, c'est pas. Et moi je leur disais, attendez, moi, vous allez voir, ça commence au pif, c'est pas la même. Venez D'ailleurs, voir. Ils étaient venus, ils ont fait ah ouais, quand même, c'est. Et d'ailleurs, il est où mon Blu-ray, Cyril là Ah, je dois te le ramener, c'est vrai, oui. Ouais, je vais l'avoir. Et je peux gâcher la fête un peu là. Vas-y. Attends, est-ce que t'as Kills Alors je m'en fous Il est complètement. huileux. Mais au pif, j'avais profondément dormi tout le milieu du film, donc, et j'avais quand même compris. Donc voilà. Ah oui, non, mais c'est... Il faut pas être épileptique quand même, faut le signaler C'est aux clair, gens ouais. qui sont Ah ouais. malades, parce que je pense que clairement tu fais une On l'avait crise dit devant ce d'ailleurs, film. on l'avait dit à la Mais ouais, c'est production. possible. Ouais. Je me Ça rappelle, fait oui, longtemps tout à que- fait, Ouais, ouais, je me rappelle. Oui, c'est vrai qu'il y a 3-4 Et je trouve que c'est exactement le genre de film auquel je peux pas adhérer en fait. Parce que c'est trop de la violence pour la violence. En Donc fait. c'est cool en fait, le sujet, t'as kiffé quand on t'a dit film d'action, Ah, t'as j'étais dit putain, comme je une pense ça à folle. bras le C'est le corps. thème vampire de Laurent, mais c'est pour toi quoi. Je t'ai fait les vampires, tu me fais l'action. Si on lance vampire, c'est les V quoi. Sauf que j'ai choisi ni l'un ni l'autre. Oui. Juste parce que je. Ah non, c'est bon, t'es encore toi. Non, non, mais moi mais on fait- mais attends, mais moi- j'ai planté l'ambiance. Je tu veux... peux Non, mais enchaîner. moi je veux mon tour de table. Oui, c'est moi. vrai déjà. Voilà. Vas-y, ouais. Bah moi, vous savez très bien, hein, moi je trouve que c'est un truc de fou quoi. J'adore ce film, c'est un truc de malade. Franchement, j'y croyais peu. C'est toi qui as fait le DCP, je crois, non à Je l'époque, sais c'était plus, c'est Étienne. possible, je sais T'as plus. découvert, Je sais plus, non, ah c'est peut-être moi, ouais. Ouais, t'as raison. Ah bah si, ouais, j'avais fait les sous-titres. Ouais. Et putain, quand j'ai vu le truc, j'ai fait quoi? Et non, c'était un truc de fou, quoi. Vraiment, je vais pas dire que c'est un chef-d'œuvre, mais. Non, tu vas pas dire ça. Mais, Si, dis-le. mais franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc aussi marquant, un truc aussi surprenant. Parce que vraiment, se faire cueillir de cette manière-là, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et très honnêtement, depuis. Si ça m'est arrivé une fois, je serais. Voilà. En matière d'analogie, c'est comme si vous regardiez les Paranormal Activity et vous regardiez le 5e et que c'est tout d'un coup ça devient The Witch ou je sais pas quoi, enfin un film. Ouais, globalement, ouais. Et tu t'attends pas à ça, non, mais c'est-à-dire que tu t'attends à un Paranormal Activity et tu vois un truc, comme disait tout à l'heure, un hijacking, c'est vraiment un mec qui fait ok, vous aurez les bases de ce que vous avez voulu dans la saga, sauf que je vais faire un bon film quoi. Et c'est surprenant en fait. Mais, ouais, mais vraiment, moi je le conseille à chaque fois. Et par contre, à chaque fois, les gens, je suis obligé de batailler. Il y a un de mes collègues, je l'ai travaillé pendant 1 an pour qu'il regarde le film. Je comprends qu'il ait pas envie. Pendant Non, 1 mais an. moi, Et j'ai à vu chaque fois, il aucun, me disait, je te aucun crois autre pas. Universal Soldier de toute ma vie, donc je l'ai C'est vu pas grave. vierge de Ah, ça l'univers. t'as pas compris alors. Ouais, non, Non, mais c'est du pas- coup, peut-être que vous l'appréciez en regard des autres d'avant. Ah oui, oui. Et Oui, alors parce que que, moi, parce que ça Je apporte le un vois, éclairage je le à vois la. tout seul. Ouais, tu Ça vois. apporte un éclairage à la franchise. Mais la franchise, elle Non, est mais pas ce que dit Véronique, c'est intéressante, que nous, je on te était rassure. surpris. Véro, voilà. T'es surpris, c'est la même d'accord, chose ok, pour ouais. moi. Hein. J'avais pas vu, Ah, d'accord. j'avais ni Roland Emmerich ni Ah les bon téléfilms. Non, rien. Comment t'es passé à travers le premier? Je sais pas, Mais ça me en faisait fait- chier en fait à l'époque. Ah, Je pense merci. qu'il y a même une analogie encore plus forte. C'est Ouais. il y a le film Dora l'exploratrice qui sort bientôt. Ouais. Alors, Et c'est je sais comme- pas où tu vas. J'attends. C'est comme si vous allez le voir, c'est Dora l'exploratrice. Vous emmenez vos enfants 2 ans après pour aller voir la suite. Et en plein milieu, Dora se prend un boucaquet. Voilà. C'est un peu le même principe en fait. Tout ça pour dire boucaquet. Exactement. Si vous y Si vous dans y le- allez. C'était le mot du jour. Si dans le 2 il y a un Boucaquet. boucaquet, c'est qu'ils écoutent le studio, ils écoutent le Biscache, les gens On du mettra studio. un quoi. bip sur le mot boucaquet, merci. Boucaquet existentiel, voilà. Pour résumer ce podcast. En tout cas, le film. C'est bon, on passe Véro, à mon c'est à film. toi, oui. Ah, quand même, on va finir sur. Et d'ailleurs, Véronique, je pense que nous tous, c'est toi le seul qui a vraiment pris un film d'action vrai de vrai quoi. Et un vrai film Bon, d'action. arrête. Et un vrai film Universal Soldier, fantastique. Ça se frappe tellement. Oui, mais je pense que celui C'est de dans le mien qu'il y a le plus d'action, mec. c'est Véro, il arrête pas en fait. Peut-être que j'aime pas ça, mais il y je a m'y plus connais. d'argent. J'aime pas ça, mais quand j'en mets, j'en mets. Non, il y a quand même beaucoup d'action dans Universal Soldier quand même. Donc c'est pardon. Edge of Tomorrow, réalisé par Doug Liman, qui est surtout connu pour avoir fait La mémoire dans la peau, donc un film d'action pur pour le coup, qui est écrit par Christopher McQuarrie, qui écrit beaucoup pour Cruise, puisqu'elle a écrit tous les derniers Mission Impossible. Il y a 2 autres scénaristes dont le nom de famille est Butterworth, donc autant dire qu'il compte pour du beurre. Il Bah, a aussi réalisé aussi les Missions les Impossibles. deux derniers. En deux plus, derniers, ouais. voilà. Donc c'est un film qui date de 2014, un film américain qui existe aussi en 3D. J'ai pas souvenir de l'avoir vu en 3D par contre, donc je sais pas, on en reparlera après, mais voilà. Et il est adapté d'un manga qui s'appelle All You Need Is Kill de Hiroshi Sakurazaka. Si je ne m'abuse, le manga lui-même est tiré d'un Roman. d'un roman.
D'accord. Qui lui-même est Japonais. tiré D'un film avec Tom Cruise. Ça tombe bien par rapport au sujet du film. Ouh. Alors justement, le sujet du film, c'est dans un monde où les extraterrestres, qu'on va appeler les Mimics, sont en train de mettre l'humanité à genoux dans une guerre sans merci. Le commandant Cage, joué donc par Tom Cruise, est envoyé sur le terrain, sauf que dans sa vie d'avant, il était directeur marketing. Et jusque-là, il avait tout fait pour échapper au fait d'aller se battre sur le terrain. Mais là, il ne peut pas y échapper, donc il y va. Et à peine il a posé le sol sur le champ de bataille, il se fait Le sol sur le pied. sur le sol du champ de bataille, il se fait tuer. Sauf qu'il se C'était réveille. bien. Putain, allez, on rentre, on Il y se va. réveille en sursaut quelques heures avant l'attaque et il revit la même chose à l'identique, encore et encore, donc dans une boucle temporelle. Décidément, un deuxième thème après les chiens dans ce podcast. Et le boucaque existentiel. Non. Et du coup, donc, au fur et à mesure de cette boucle, il va essayer de comprendre ce qui se passe et il va rencontrer Rita, qui est une super soldate qui doit sa renommée pour avoir mené une victoire à Verdun, puisqu'en fait, toute l'action du film se passe en France. Donc ça, c'est intéressant si ça change. Et en fait, pourquoi elle a réussi à avoir une victoire ? Parce qu'elle-même était dans une boucle temporelle qui lui a permis de gagner cette victoire. Et en fait, c'est grâce à ça que les aliens ont le dessus sur les hommes, c'est qu'eux-mêmes font des boucles temporelles pour anticiper les actions des humains et du coup, ils gagnent à tous les coups. Donc ensemble, ils vont chercher à comprendre le fonctionnement de cette boucle temporelle pour arriver enfin à avoir au moins une victoire ou gagner la guerre contre les aliens. Alors, je suis contente de passer en dernier parce que je trouve que ce film, quand on n'aime pas trop les films d'action comme moi, il est parfait parce qu'en fait, statistiquement, il est impossible de réussir une scène d'action du premier coup. Et quand on a un héros, normalement, il se fait tuer comme Tom Cruise, il sait pas ce qui va se passer et il va pas éviter de justesse le truc et machin, donc il va tout se prendre dans la gueule. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le film. Je trouve ça contourne de manière assez rigolote le fait que l'action, c'est compliqué en fait. Donc du coup le fait en plus d'avoir pris Tom Cruise, donc je l'ai dit, c'est Tom Cruise donc, qui joue le commandant Cage, qui est quand même la méga star de film d'action, pour jouer ce rôle de mec qui n'est pas apte à l'action en fait, c'est aussi intéressant je trouve. Ça aurait été plus drôle que ce soit Nicolas Cage qui joue le Major Cruise. Aussi. Ça tombe à plat. On refait des blagues sur le boucaquet. On ça rajoutera va. des rires enregistrés si tu veux après cette vanne. Donc du coup ici c'est vraiment le sujet du film, donc le héros il vit, il meurt et il recommence, puisque le sous-titre c'était quoi Try, die, retry. Voilà. J'adorais ce Repeat. Repeat. Live, die, repeat. Ouais, Ah, c'est lui mon truc. Mais si tu veux on leur dira de changer. Il y a des suites. Donc du coup cet argument en fait répétitif, ça permet aussi à Doug Liman en fait de déconstruire un peu le genre du film de guerre, donc parce que c'était vraiment son ambition au départ. Il était très influencé par tous les grands films de guerre et il avait aussi envie de faire son film de guerre. Donc on a droit à tous les passages obligés, donc le bleu qui arrive dans la caserne d'ailleurs. L'escadrille s'appelle la G-Squad, donc à chaque fois que j'entendais ça, je pensais aux fameux Boys Band, excusez-moi, on a chacun ses références. Voilà, ils font l'entraînement en Rangers, ils font des pompes, ils se font larguer au-dessus du champ de bataille, ils ont peur, enfin il y a vraiment tous ces passages obligatoires du film de guerre qui sont plutôt intéressants. Et en plus, c'est vraiment fantastique avec cette boucle temporelle, et je pense que, pareil, de nous cinq, je suis la seule à avoir vraiment un film fantastique, parce que vous, c'est de la science-fiction, mais moi, c'est vraiment fantastique. Ou peut-être Xavier, un petit peu quand même. Non, attends, c'est des aliens qui attaquent dans le futur et qui manipulent Non, mais le la temps. boucle C'est de la temporelle, pure science-fiction. non, la boucle Mais tu te temporelle, racontes. c'est du Mais fantastique. On va dire par rapport à nous, elle a plus d'arguments fantastiques Non, que c'est de nous. la science-fiction. Et donc pure pareil, dure. pour quelqu'un qui aime pas Moi, l'action, c'est des clones, bordel. je trouve que l'action elle est hyper bien filmée, c'est très clair et c'est pas répétitif, parce que justement du fait de la boucle en fait, il y a des comment dire, Des boucles. non Des des répétitions. ellipses qui Ah. font qu'on se retape pas à chaque C'est fois. ça qui est bien dans le film. Ouais. C'est la gestion des ellipses qui rend le Exactement. truc hyper fluide et un peu intéressant à regarder quoi. Et c'est con mais c'est un des films, alors je vais laisse finir, mais je trouve que le mieux dans les boucles temporelles qui a été fait quoi, c'est un des meilleurs. Ouais. En fait, le film, justement, il est hyper bien rythmé, il est hyper facile à regarder. Forcément, c'est ludique avec ce côté boucle. Et en plus, il y a de l'humour. Parce que Tom Cruise, il est vraiment bien. Il joue un personnage qui a une vraie évolution dans le film. Au début, c'est vraiment un connard arrogant. Il le fait hyper bien. Et au fur et à mesure du film, en fait, du coup, il est le seul à être conscient des boucles. Donc, c'est le seul à progresser et à se nourrir de ce qui se passe. Et en face, il y a le personnage de Rita qui est joué par Emily Blunt, qui est vraiment génial aussi. Donc, j'ai en plus un super personnage féminin dans un film
Alléluia. Et du coup, et c'est intéressant parce que elle, en fait, elle repart à zéro tout le temps dans sa relation avec lui. Et lui, en fait, il commence à s'attacher à elle. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a une espèce de love affair qui se construit, mais c'est pas non plus le sujet du film. Et c'est ça qui est bien parce que ça détourne pas non plus. Elle est pas juste un argument amoureux. Elle a vraiment son rôle à jouer. Elle est courageuse, elle est intelligente, elle est forte, etc. Et à ce titre, le dernier plan du film, il est hyper touchant. Et du coup, l'intérêt de Cage, il est non seulement de rester en vie longtemps pour comprendre comment mettre en échec les aliens, mais aussi de rester en vie longtemps pour construire une vraie relation avec elle, parce que tant qu'il meurt pas, elle se souvient de lui et elle le connaît de plus en plus longtemps et ils ont moyen de mieux se connaître. Le seul bémol que je vois dans ce film, c'est le design des extraterrestres, que je trouve vraiment moche, bâclé, pas intéressant. On sent que c'est vraiment le prétexte pour cette histoire de boucle temporelle en fait, mais en vrai on s'en fiche. Mais le film est complètement sauvé par le générique de fin, parce que la musique du générique de fin est géniale. C'est une chanson pop qui s'appelle I Need to Know Now de John Newman, et franchement ça fout une patate. Mieux que Sting et Demolition Man. Ouais, je pense que c'est mieux. Demolition Man. Non, c'est I Need to Know Now. Donc voilà. Ah, c'est ça, putain. Ouais. Tu parles de Ouais, l'humour. c'est ça. Ce que j'aime dans le film, c'est qu'à chaque fois, il doit en fait apprendre par cœur des trucs pour pouvoir s'en sortir. Oui. Et des moments, tu le vois, il est allé très loin et pouf, il rip sur un truc puis il meurt bêtement. Ouais. Et ça, je trouve ça. Puis il y a des c'est fois, génial, il sait que ça va être foutu, donc il se fait buter. Enfin, elle le bute sans pitié. Enfin, en plus, elle le bute sans pitié parce que des fois, elle le connaît que depuis 2 heures, donc elle s'en fout. Alors que lui, il est déjà attaché à elle, donc il y a ce côté un peu. C'est vachement bien foutu, ça, ouais. ce truc-là. Franchement, il est très très bien ce film. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le revoir. Ça joue aussi sur le côté complètement jouissif de voir Tom Cruise se faire exploser la gueule à Ah, c'est répétition. Non, mais même lui en joue. Je veux dire, Oui. c'est un plaisir sadique de voir une espèce de star icône intouchable complètement, tu vois, de l'action hollywoodienne se faire marave à répétition. C'est assez rigolo. Et Surtout quand on sait que c'est lui qui fait ses cascades et bien tout. sûr, Enfin, ouais, je trouve ouais. que c'est Non, mais- c'est le choix mais- de cet acteur. Il est pas intelligemment, anodin, quoi. voilà, il lui-même en joue très intelligemment. De toute manière, c'est un mec qui est extrêmement brillant dans la façon dont il façonne son sa image. carrière et dont il choisit ses rôles. On ne pourra pas lui retirer ça. Le problème, c'est qu'il a une dent qui arrive en plein milieu de la symétrie de son visage. Je vous le dis, regardez les photos. La prochaine fois que vous le verrez sourire, C'est vraiment un vous ne problème. verrez que ça. Vous ne verrez que tu reverras Edge of Tomorrow et tu ne verras que sa Tu dent vas pas me centrale. ruiner mon Si, super je te film jure. à cause de sa dentition. Non Ouais. mais oh. Et non, voilà. C'est quoi ce body shaming? Le film est très très cool. Le problème, je trouve, c'est que ça se repose vraiment sur tous les ressorts comiques et dramatiques d'un jour sans fin, avec de l'action en plus. Mais c'est pareil, le mec qui au début est un connard fini, le mec qui tombe amoureux d'une nana qui vient Et de c'est rencontrer. pareil dans Happy Birthday. En fait, Ouais, c'est c'est le le même prin- truc c'est hein, le d'ailleurs. principe. Oui, de- complètement, mais autant dans Happy principe de ce Birthday, genre. dans Happy Birthday, je trouve qu'il n'y a pas d'émotion dans Happy Birthday. C'est rigolo Happy Birthday, Oui. mais il n'y a pas d'émotion. C'est pas. Tu vois, tandis que là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus visible. Et moi, j'adore Edge of Tomorrow. Je trouve que c'est un des meilleurs, pour le coup, blockbuster divertissant hollywoodien de ces 10-15 dernières années. Avec Mission Impossible. Voilà, mais voilà, moi c'est juste ça qui m'a gêné un petit peu, c'est le fait que, pareil, je veux dire, quand tu expliquais la construction de leur relation, où il apprend des choses au fur et à mesure sur elle, et puis il se plante, et il se plante pas, enfin, voilà, je trouve qu'à ce niveau-là, ils se sont pas trop cassés la binette. Alors après, est-ce que cette histoire d'amour, elle est dans les mangas et dans le roman original? Je n'en sais rien. J'aimerais bien lire le manga, d'ailleurs, il est sorti en France. Mais voilà, moi c'est le seul bémol, sinon et puis bon, il y a un film avec Emily Blunt, à part éventuellement le retour de Mary Poppins. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est, et je sais que Xavier ça lui fait plaisir, l'exosquelette. C'est que Emily Ouais. Blunt, Ah oui. et elle a un putain d'exosquelette, et ça c'est un truc qu'on voit rarement au C'est cinéma. vrai que c'est le côté Et c'est- SF du Et film. c'est la cool quand même. L'exosquelette, il faudrait qu'il y ait dans tous les Ah oui, films, ça même dans les fait- romans. il faudrait ça qu'il y ait- fait plaisir, effectivement. Ouais. Moi, par contre, je voudrais aussi quand même bien souligner l'humour du film. Parce qu'il y a vraiment des scènes qui m'ont fait pleurer de rire. Quoi. Bill Paxton, il est très C'est très vrai qu'on bon m'a dans pas son dit qu'il y rôle avait Bill d'instructeur. Franchement, c'est mortel. Et pour une fois, je me permets aussi de donner un petit avis sur la VF qui est très bonne, avec certaines scènes que j'ai trouvées même plus drôles en VF qu'en VO. Comment t'as été amené à voir le film en VF? Oui, c'est vrai ça. T'étais en vacances. Non, pas vraiment. C'est qu'en fait, j'étais avec un pote, on devait aller voir un film. Tu racontes, c'était quoi ce Il sait pas lire. Non. Et puis en fait, il y avait Edge of Tomorrow qui passait, mais en VF. Puis on s'est dit, tiens, on va le revoir. Fait, tiens, c'est en VF. Vous Ouais, avez c'est pas mangé. grave, le truc est drôle, donc on y va. Ok. Et voilà. C'est un film qu'on peut. Enfin là, je m'as donné envie, mais on peut le revoir en fait. Oui, c'est non, pas mais chiant à regarder. Ah quoi. bah non. effectivement, il, il peut- il repasse, je le regarde, mais sans Alors, problème. Quoi.
Moi, je suis plus Ah, mitigé. Talal. J'aime beaucoup le film et j'aime surtout beaucoup les deux premiers tiers du film. Et j'ai beaucoup plus de mal avec la fin qui est genre plus expédiée. Alors c'est peut-être pas le sujet du truc et peut-être qu'on s'en fout finalement et parce que tout le film réside sur le reste quoi. Mais aller tout au fond du truc pour lâcher la bombe pour que le truc pète. Je veux dire, bon, j'avais la même année, je crois le même été, t'avais Pacific Rim qui faisait exactement la même chose et ça me faisait aussi chier d'ailleurs. Voilà. C'est juste ça. Mais c'était le dernier tiers où je m'en foutais un petit peu, où ça faisait plus de partout. Et... Tiens, parlant de pas lui que ça a été 2 films sur le sujet dans le truc, je vous conseille Los Chronocrimenes de Nacho Vigalondo. Ah bah oui, Qui est Time très Crimes. très resserré, et c'est ça qui fait que les films de voyage dans le temps et Paradox Temporel marchent bien, c'est quand l'action est très resserrée en fait, une unité de lieu et de temps, c'est là que ça fonctionne le mieux je trouve. Et Edge of Tomorrow limite c'est un peu ça parce que ça construit au fur et à mesure sur un court durée. Finalement on devrait faire une spéciale boucle temporelle. Mais On en a fait. on en a fait. On en a fait un film, on a fait une spéciale voyage dans le temps. Et moi c'est le meilleur film de boucle temporelle, Los Chronocrimenes pour moi, parce qu'il y a cet empilement de merde qui n'arrive pas d'arriver au mec. Mais pour que ça arrive, j'ai remarqué, il faut vraiment limiter à fond le lieu et le temps, sinon tu crées trop de trucs où tu te dis ah mince c'est pas possible machin et tout quoi. Et avant qu'on coupe, parce que il y a un film que j'ai pas pu parler ici, on m'a interdit d'en parler, qui est d'action et qui est un peu fantastique, mais qui correspond pour moi, parce qu'il y a des gens qui volent, hein, d'ailleurs, un peu comme dans l'Astora Fort Chevalerie, c'est SPL 2, donc la suite de SPL, qui est, je crois, un des meilleurs films d'action que j'ai vu ces dernières années. C'est encore plus tiré par les cheveux que la dernière Il y a Chevalerie. des gens qui volent hein, dans SPL 2. Oui, non, mais vous avez pas C'est quoi c'est bon. SPL? C'est un acronyme? Chapeau-Lang, c'est un film de le premier c'était Wilson Sammo Yip. Hung, le premier qui est réalisé je crois non C'est une coréale, Sammo Hung, Wilson Yip déjà je crois. Et le 2 c'est que Wilson Yip. Polar d'action hongkongais avec Donnie Yen, Sammo Hung. Et les gens volent parce qu'on les jette ou parce qu'ils Non, savent voler? non, juste pour le 2 donc c'est un thriller, il y a des passages très très violents et surtout c'est un film donc, qui est hyper impressionnant, un peu laser niveau baston, on en parle très peu de ce film mais il est vraiment balèze, le scénario est vraiment malin, c'est rare d'avoir vu un scénario aussi malin. Il y a Tony Jaa qui a un petit rôle dedans mais bien bourrin, enfin c'est un film je trouve qui est qui est oublié, qui est pas connu, et je voudrais mettre un petit coup de chapeau là-dessus. Pour moi, c'est un film d'action de ouf. Tu as vu le 3 qui vient de sortir? Moi, j'ai vu Paradox pour le pif il y a 2 ans, qui était nul. Qui s'appelle Paradox. Ah, c'est nul? Ah, c'est nul, ouais. D'accord. J'en ai entendu beaucoup de bien, je suis très curieux de le voir. Non? Moi, je le regarderai quand même. Ce sera un œil du pif, peut-être. Bon, bah, on finit en musique alors. Bon, non, on aurait pu finir avec la musique d'Edge of Tomorrow, je trouve, mais bon, c'est mon avis. De Sting, de Mission Man. Mais c'est rare que je mette des morceaux connus qui savent fonctionner dans les films. Je mets souvent des scores. Qu'est-ce que tu as choisi? Un film de SF encore, d'action, et que j'adore aussi, que j'aurais pu mettre dans la sélection, qui est District 9, donc de Neil Blomkamp. Film sorti donc en 2009. Pour information, donc Neil Blomkamp était à la base un gars qui a fait des courts-métrages, qui s'est fait repérer par Peter Jackson, et il lui a produit son premier long, et du coup il a réutilisé pas mal de gens qui ont bossé sur le long, dont le compositeur, donc qui est Clinton Shorter. Alors Clinton Shorter, avant que je parle de la musique, j'ai regardé un peu ce qu'il a fait maintenant. Il a fait quasiment que des films et des séries télé, donc pas un truc bien marquant en particulier, mais donc il avait fait le court-métrage Alive in Johannesburg donc de Neil Blomkamp avant, et donc il a suivi sur District 9. Et cette BO est assez dingue pour ceux qui la connaissent, elle est sublime. Avant qu'on en parle vite fait, je veux dire que j'ai regardé un petit peu ce qui a été donné comme indication au compositeur par le réalisateur, au réalisateur par le... Ouais, bref, vous avez compris. Non. Et qu'est-ce que Neil Blomkamp a dit à Shorten Clinton de faire, voilà. Il lui a dit, je veux que ce soit une partition brute et sombre, mais qui conserve ses racines sud-africaines. Parce que oui, je n'ai pas dit, c'est qu'ils sont lui il est canadien, le compositeur, mais Neil Blomkamp est sud-africain, et c'est un film qui se passe en Afrique du Sud. Et du coup, il a un peu galéré parce que les musiques sud-africaines sont assez joyeuses, donc il a réussi à faire cette BO. Et les voix qu'on entendra donc dans la BO, c'est des artistes Kwaito, voilà, c'est ça. Et vous allez voir, c'est des musiques à la fois orchestrales, synthétiques, et à la fois avec des voix et tout. Donc, je sais pas je pense que vous avez tous été marqués par la BO de District 9 à l'époque. Partout dans le film. Partout. La BO. Ah oui, le film est une tuerie, tuerie, mais la BO est vraiment une partie, une espèce d'hybridation. On n'aime pas trop District 9. Non, j'aime pas District 9. Par contre, j'aime bien la BO. Voilà. Mais j'aime pas District 9. Non, pour plein de raisons que j'expliquerai un jour. Et t'aimes bien c'est quoi, Elysium, la suite? C'est nul. Ah non, non, Blomkamp, en fait, j'aime pas son cinéma. Donc, moi, je n'aime que District 9. Ce qu'il a fait après, j'aime pas. Parce que c'est Jackson qui produit, et quand Jackson produit, ça fait tout bien. Parce que ce qu'il a fait depuis, c'est de la merde. Le truc que j'aime bien, c'est les derniers courts-métrages qu'il a produits. Ah oui, on disait test là. C'est vrai que c'est fou ça. Il y a des trucs, putain.
Visuellement, c'est à tomber par terre. Ah, Et c'est dans chouette. District 9, il y a un exosquelette. Un exosquelette. Ouais, On c'est trouve vrai. tout est- Mais c'est quoi le truc Arrête, avec les t'es un peu touché exosquelettes sur l'exosquelette. Ouais, L'exosquelette, c'est un fantasme de geek, on va dire quoi. T'avais ça dans Aliens, voilà, c'est un truc. C'est un truc combat de contre la manga reine et tout, mère, voilà. voilà. On adore ça, le côté force décuplée par D'accord. un exosquelette, et je trouve que c'est ce qui sauve pas mal de Mhm. films. Quand on est des grands sportifs comme nous. Ah, 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 voilà. ouais, moi, je suis Team Xavier aussi. Je suis pas Ah. un grand fou de District 9. Bon, moi j'aurais Merci. peut-être pas dû choisir ce Merci. film-là, j'ai peur d'entendre des gens cracher dessus. C'est- Véronique, Ah, moi j'adore District voilà, on est 9. 3 sur 5. Ah, mais c'est mar- Aurélien, c'est marrant. voilà, on est 4 sur 5, c'est bon. allez. C'est marrant, j'ai pas le souvenir que c'était un film d'action. Enfin, il y a- 4 sur il y, a 6. de l'action à la fin, Il y en a, mais c'est pas un il y film en a. d'action à Ça Ça proprement blast parler. pas mal quand même. Ouais, enfin, c'est le climax, quoi, mais sinon, c'est pas. Bon, on met bref. la musique, écoute. Allez, balance la Tu veux Bon, juste, mettre, tu veux et- juste mettre ta musique, en fait. Et Du n'oubliez coup- pas de mettre des bonnes notes partout. Bah, surtout, dites-nous ce que vous en pensez. Si vous avez des idées de sujets, comme ça nous évite de nous écharper avant les émissions. Mais ça, Moi, ça je reste ferais entre bien nous. un truc qui se passe à New York. Et donc, merci à tous. Merci à Aurélien pour le fact-checking hyper réactif. Merci à toi. Donc, du coup, tu restes avec nous tout le temps. On a augmenté en moyen, c'est Bah, ça on Ami l'a enchaîné à la table.